Salut gang! De retour pour mon podcast. Cette semaine, on reçoit Aurélie Langto, auteure, chroniqueuse, féministe, diplômée en droit, journalisme et tout ça. Bref, plein de choses qui me rappellent que moi, j'ai à peine fini mon secondaire. Fille super intéressante, on se connaît quand même un peu dans la vie, donc vous allez voir. Évidemment, on va parler de féminisme, on va parler du MeToo, on va parler de plein de choses qui tournent autour de ce sujet-là et on va dévier sur plein d'autres sujets également. Discussion très, très intéressante. Et avant de commencer, je vous rappelle que mon Patreon est toujours actif. Vous pouvez vous inscrire au Patreon si vous voulez les épisodes avant tout le monde. Et également, je suis en show à Montmagny le 29 novembre au Cabaret Cogeco. La tournée du cœur au ventre, on continue. Donc, les gens de Montmagny, je vous attends. Mais en attendant, on s'en va voir Aurélie Langto. Let's go! Hey, Aurélie Langto, merci d'être là à mon podcast. Merci de me recevoir. Plaisir. Aurélie, comment on pourrait te définir, comment tu te définis toi-même? Chroniqueuse, diplômée en journalisme, diplômée en droit? Ça m'intrigue. Est-ce que tu voulais comme être journaliste puis finalement t'as fait comme fuck that, c'est pas... ça m'intéresse plus ou... Ouais, écoute, je sais pas. Moi, en fait, je m'étais inscrite au programme de journalisme au bac parce que j'avais cette idée... étrange quand j'y pense avec le recul qu'un programme de journalisme m'offrirait une très bonne formation générale. Donc, en économie, en histoire, en politique, ce serait... non. Non, que ce serait comme un diplôme d'humanité, là, si on veut, au sens un peu archaïque du terme peut-être, mais enfin, c'est ça que j'avais en tête. Finalement, c'est pas du tout ça, là, c'est un diplôme vision magnifiée là, du journalisme. Ce qui était un programme universitaire en journalisme, mais finalement, on s'entend, là, le bac en journalisme, c'est un diplôme technique. Là. C'est vraiment ça, malheureusement. Donc, quand je l'ai eu terminé, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de savoir technique, mais peu de savoir substantiel. Alors, j'ai eu envie de faire autre chose. Le droit me semblait être une avenue intéressante. Au départ, je pensais que je m'intéresserais beaucoup au droit public, aux questions constitutionnelles, ce genre de choses-là. Finalement, non. Je suis vraiment plutôt tombée dans une talle de philo du droit, de sociaux du droit. Puis ça m'a suivi jusqu'à la fin de ma maîtrise. Là. Ouais, ça, je suis quand même intriguée. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans le droit quand même? Pour moi, c'est pas l'affaire qui a nécessairement la meilleure réputation. Pour moi, comme un avocat, c'est comme ça devient un politicien semi-corrompu. Le système de justice, c'est quand même un système qui bénéficie aux gens qui ont de l'argent quand même. C'est comme un... Puis je veux dire, on l'a vu là, pendant toute l'affaire de MeToo, à quel point c'est pas un système qui est nécessairement... Le terme justice, des fois, est un peu bafoué. On cherche la justice dans le droit. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que ça t'a interpellé justement en te disant comme moi, je vais aller un peu changer les choses ou tu voulais comprendre ça ou comprendre le droit, c'est comprendre les règles du jeu, c'est comprendre le lieu du pouvoir puis comment le pouvoir se présente à nous aussi, beaucoup. Moi, il y avait ça d'emblée qui me fascinait. C'est sûr que, au départ, je croyais que ce qui me plairait, ce serait des questions qui nous parlent directement de politique, comme par exemple, c'est ça, le droit constitutionnel, le droit public en général. Finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, le droit avait une façon de distiller et de mettre en forme les rapports de pouvoir qui s'étendaient dans tous les domaines du droit. Ça m'a beaucoup fascinée. Je me suis intéressée beaucoup au droit fiscal, par exemple, à comment est-ce qu'on peut faire pour limiter l'évasion fiscale, la responsabilité aussi qu'on a de financer nos institutions. Ça interroge toutes ces choses-là. La pratique du droit m'a jamais parlé. J'ai jamais voulu être avocate et pratiquer dans un cabinet quelconque. Je le ferais, je veux dire, je pense qu'il y a des pratiques qui peuvent être très nobles et très intéressantes, là, des pratiques plus liées à la défense de l'intérêt public, des pratiques plus militantes en droit du travail, par exemple, en droit du logement, en droit de l'immigration également. Il y a des pratiques, la défense criminelle aussi, qui sont des pratiques socialement très nobles, à mon avis, mais moi, c'était pas vers ça que c'était pas après ça que je courais, là, si on veut. Je m'intéressais pas particulièrement à ça. Mon intérêt était plus théorique, je crois, et c'est encore ça. Fait que t'as vraiment étudié par intérêt et non pour avoir une job au bout du diplôme, finalement. C'est pas un peu...
Est-ce que c'est pas un peu plus difficile dans ce temps-là? On dirait que comme dans ma conception, les gens ont besoin d'une carotte là, au bout du bâton là, pour avancer dans leurs études. C'est quand tu dis comme c'est seulement par intérêt personnel, il n'y a pas un peu de... je sais pas, en fait, t'es-tu une étudiante comme que tu fais ça parce que tu sais, l'espèce d'étudiante, des étudiants professionnels finalement là, qui enchaînent les diplômes parce que par intérêt, et ça, moi je respecte ça au bout, mais puis je sais qu'il y a des gens, tu sais, comme ça les stimule, tu sais, la performance puis tout ça. Moi, j'ai pas ça du tout. Puis j'admire ça énormément, mais c'est-tu un peu pour ça que tu as poursuivi ces études-là? Ou... Ben moi, j'ai pensé à un moment donné faire une carrière académique, là, carrément. Okay, je veux dire, ça me semble être... Je me disais, ben écoute, j'aime ça être à l'université, j'aime le travail intellectuel, j'aime la recherche, j'aime la rédaction. Puis, comme le droit m'offrait aussi des champs, des disciplines ou des objets de réflexion qui me semblaient très porteurs, surtout en philo du droit, bon. Puis je me disais, ben pourquoi pas, je vais faire un doctorat, ce sera ça. Finalement, je me suis rendu compte que je savais pas si j'avais envie de m'emmurer dans l'université. Le milieu académique, c'est vraiment pas tout rose, là, dans le sens qu'il y a, à mon avis, un certain... tu sais, l'université est aujourd'hui une institution qui est traversée et détournée par plein de forces qui pervertissent un peu sa mission fondamentale. Il y a aussi une culture de la performance, de la publication à tout prix, du CV parfait qui me plaisait plus ou moins, qui me paraissait pas très féconde intellectuellement. Puis là, ça, j'imagine que plein de gens au cycle supérieur pourraient te parler de ça. Fait qu'après, je me suis dit, ben non, c'est pas ça qui va arriver. Là, peut-être que finalement, oui, mais pour le moment, tu sais, j'ai fini ma maîtrise, je me suis dit, OK, non. Puis ben voilà, mais je pense pas que je suis une étudiante professionnelle, non. J'ai quand même fait ça rapidement. T'as-tu terminé? Oui, ben presque. Presque. Mais dans ce faut juste que je dépose mon mémoire. OK. mais oui. Es-tu épuisée? Mais oui, mais quand même, il y a un épuisement avec le travail étudiant, je crois, qui est évident, surtout dans un contexte où c'est ça, l'université coûte de plus en plus cher et de plus en plus compétitive. Il y a un certain épuisement, mais pas trop non plus, je peux pas dire non. Je peux pas dire que je me suis tannée là, complètement. Non, je vais peut-être faire un doctorat. De plus en plus, je vois qu'il y a des projets qui pourraient prendre forme. Mais je me rends compte aussi que je serais pas capable de me couper de toute la dimension plus travail journalistique de mes occupations ou en tout cas travail d'écriture ou travail dans les médias de façon générale parce que je pense que c'est un terrain qui est important puis qu'il faut occuper. Donc voilà, mais pour l'instant... Mais c'est ça, toi, t'es dans la game des médias maintenant. Ben, depuis un petit bout quand même, là, t'es chroniqueuse au Devoir. Comment t'abordes ça? Parce que c'est quand même un terrain un peu glissant, là, donner son opinion. À toi, c'est toutes les semaines? Oui. Toutes les semaines, c'est ça. Mais j'imagine que toi, tu as un champ d'expertise quand même assez élargi, mais comme j'imagine que tu t'en... C'est parce qu'on dirait comme donner son opinion sur tout et n'importe quoi, à un moment donné, c'est sûr que tu vas participer à l'espèce de bruit ambiant. Et c'est pas quelque chose qui t'angoisse, c'est quelque chose que tu as toujours en tête. C'est quelque chose que j'ai toujours en tête, c'est quelque chose même qui m'a fait douter de la pertinence d'avoir accès à cette tribune-là. En même temps, c'est un peu un dilemme cornélien là, dans la mesure où si moi je dis non parce que je me dis ben non, je veux pas participer au bruit ambiant, en même temps, il faut voir à qui on laisse le contrôle de ce bruit ambiant-là. Il y a toujours des volontaires pour faire du bruit. Ben exactement, puis je pense pas que ma voix est meilleure qu'une autre, là, c'est pas ça, mais quand même, tu sais, j'incarne une certaine posture dans l'espace public, qui en est une, tu sais, qui est d'une part une posture féministe, mais qui est aussi la posture de quelqu'un qui tient à défendre les institutions qui incarnent une forme de solidarité sociale. Je pense aussi que j'ai un certain nombre de savoirs, ne serait-ce que juridiques, qui me permettent de faire un travail de vulgarisation efficace, puis sur des enjeux vraiment d'intérêt public. Fait que pour toutes ces raisons-là, je me disais que ce serait un peu idiot de lever le nez sur les tribunes qu'on m'offre. Encore faut-il après les utiliser de façon intelligente. Puis là, ben moi, c'est dans le travail sur la forme que je pense qu'on peut arriver à faire ça. Moi, l'avenue que j'essaye beaucoup d'emprunter, c'est de
de faire des chroniques qui sont en fait des hybrides entre une chronique d'opinion et un reportage. En ce sens que je vais toujours faire un peu de terrain dans les textes, ou enfin presque toujours un peu de terrain dans les textes que je fais. Tu as une formation journalistique. Oui, je pense que c'est ça. Ma formation journalistique m'a donné cette sensibilité-là. C'est pas purement des reportages dans la mesure où il y a toujours de l'analyse. Je pense que je m'inspire un peu d'une tradition qui est plus américaine de creative non-fiction ou de journalisme littéraire, qui est celui d'être capable de former un hybride entre l'essai et le reportage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, disons que je veux parler, là, en ce moment, tu vois, j'ai travaillé sur un petit truc en 2 volets sur la crise du logement puis l'étalement urbain. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais parler à des gens. Je vais parler à des gens qui vivent des problèmes de logement. Je vais parler à des intervenants communautaires qui luttent aux côtés des personnes qui sont prises avec le problème de logement, avec des institutions qui en urbanisme, en planification urbaine, ce genre d'affaires-là. Puis j'essaie à partir des voix que je vais entendre ou des témoignages que je vais collecter, d'orienter mon analyse en fonction de ça. Ça me permet de l'ancrer vraiment dans la réalité, de ne pas être dans la pure idéologie, de ne pas être aussi dans l'opinion à l'emporte-pièce. Puis tu sais, très franchement, évidemment, quand j'aborde un sujet, je pars toujours avec une intuition qui a été informée par des lectures que j'ai pu faire ou qui vont avoir aussi une... je pense que j'ai une posture politique qui est assez cohérente aussi. Là. J'ai un horizon, puis je pense pas que c'est un défaut. Je crois que c'est important, la cohérence politique à la base des actions puis des démarches d'écriture qu'on entame. Mais ça m'arrive très souvent en cours de route, quand j'aborde un sujet, de changer d'idée parce que je vais rencontrer des gens qui vont me dire des choses, d'être comme « Ah oui, OK, ben pas complètement changer d'idée, mais de voir que je pensais que le nœud du truc, c'était ça, mais finalement, en parlant à des gens, non, je me rends compte que le nœud, c'est plutôt ça. » Puis je vais essayer de faire ça. Puis moi, tu vois, en adoptant ça, ça me permet d'être confortable dans la posture de la personne qui donne son opinion. Parce qu'en fait, c'est pas que la mienne. C'est celle qui est informée par la démarche que je vais avoir fait. Puis oui, ça fait en sorte que je me donne infiniment plus de troubles. Ça me prend énormément de temps. Beaucoup trop, sans doute, pour les textes que ça donne. Il y a le clickbait là-dedans, Aurélie, non, il est pas très... dans le titre. Mais tu vois, en même temps, ça marche, tu sais. Je pense qu'il y a quand même... Oui, ça me prend plus de temps, puis non, c'est pas des trucs qui sont choquants, mais en même temps, des fois, oui, je rapporte la parole de gens qui vient frapper l'imaginaire, puis ça marche quand même bien. C'est ça que je me rends compte. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il y a une place pour ça, des chroniques d'opinion un petit peu plus informées. Dieu sait qu'on en a assez des... des biais d'humeur plus. Mais... C'est surtout ça qu'il y a. Ouais. Puis bon, c'est ça, je veux dire... puis qui vont souvent dans le même sens, là, malheureusement, ça, dépendamment du journal. Là, mais, t'es-tu renversé ça dessus? T'es-tu correct? Ben oui. C'est bon. Pas capable, j'ai 2 ans. Mais en même temps, c'est ça, vu que toi, t'es dans la game de l'opinion maintenant, il y a les commentaires là, qui viennent avec. T'as des commentaires, j'imagine, en dessous de tes chroniques, sur Twitter, tout ça. Comment tu vis avec ça? Est-ce que la haine a augmenté à ton égard ou comment tu gères ça? Est-ce que t'as-tu commencé à bloquer des gens? Ouais, ben tu sais... Une chose que je constate, c'est que le type de commentaire que tu reçois est souvent, quand même, pas tout le temps, il y a toujours des aberrations, mais est souvent adapté au ton que toi-même tu emploies. Si t'es respectueux, puis patient, puis ouvert d'esprit avec les gens à qui tu t'adresses, j'ai l'impression que les commentaires vont s'adapter un peu. C'est ça, il y a toujours des niaiseries là, qui finissent par ressortir. Puis aussi, bon, tu sais, moi, on me lit surtout sur Le Devoir. C'est un type de lectorat qui est peut-être moins enclin à t'envoyer des espèces de paragraphes avec 12 millions de fautes. Tu sais, c'est des commentaires plus articulés. Encore que des fois... Non, c'est sûr. Il y en a partout. Bon, c'est enrobé de beaucoup de formes et un espèce de formalisme. Beaucoup de vocabulaire, des fois, pour être miso. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, on se sent. Il y a des fois une espèce de mépris. Mais oui, je pense que c'est quand même très adapté au ton que t'emploies. Fait que moi, je me rends compte que c'est ça, tu sais, pour sortir de cette espèce de culture toxique-là, il faut soi-même un peu se tone down, là, tu sais. Ben, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que ça fonctionne. Puis des fois, je pense que ça prend de l'irrévérence. Il faut être baveux, il faut être tout ça. Mais moi, c'est peut-être pas ce que je fais de mieux. Fait que j'essaie d'être peut-être dans une posture plus
plus en retrait ou... Ah, mais je te confirme que moi, je le fais, là, tu sais, comme être baveux, puis ça crée du clivage. Ça, c'est sûr et certain, mais en même temps, c'est pas mon rôle je veux dire, de nuancer le débat nécessairement, parce que moi, je fais des blagues, je suis pas en train de donner ma réelle opinion tout le temps, tu sais, mais c'est tellement important que ça existe, ouais. C'est ça, tu sais, moi, je pense que souvent, l'humour ou les trucs très grinçants, très irrévérencieux, très baveux viennent comme capturer l'essence, peuvent être capables de saisir l'absurdité d'un truc comme rien d'autre, là. Fait que c'est super important que cette parole-là existe, qui est super cinglante, baveux, puis aussi, tu sais, on parle souvent de la question de la liberté d'expression. Moi, je crois qu'il faut être très clair par rapport à l'encadrement de ce qui est du discours haineux, puis à qui on laisse le monopole des blagues grinçantes, si on veut, mais je crois que c'est quand même très important d'être capable d'avoir des gens qui sont capables de toujours tester les pourtours de la liberté d'expression. Oui. Hein. Parce que, tu sais, la liberté d'expression, elle s'use quand on s'en sert pas, puis s'en servir, c'est pas juste de dire des choses consensuelles, c'est d'être capable d'aller se pitcher dans les bandes aussi. Ah, puis tester les limites, c'est dépasser les limites des fois, ça vient avec quand même, tu sais. Mais les limites, quand même, on les préfère toujours plus larges que pas assez. Fait que moi, j'ai tendance à être comme... assez très, très libéral dans ma propension à encadrer ce qui peut et ne pas. Il y a des travaux en bas en passant, ça se peut que tu entendes des sirènes tout ça. Ici. En passant, c'est ça, juste pour les gens. Il n'y a pas de chauffage juste en ce moment, puis il y a des travaux en bas, puis mon gars est l'autre bord, puis il gueule. Fait que c'est vraiment tout va bien. Ouais, tout va bien. Mais oui, tu sais, moi, c'est une affaire que je reproche un peu des fois à la gauche, puis je veux dire, je suis à gauche, mais je le reproche quand même quand il y a un dépassement de la limite ou quand il se dit des affaires un peu épouvantables, moi, je suis pour le critiquer, le dénoncer, puis tout ça, mais comme vouloir le censurer systématiquement ou vouloir que ça n'existe plus, j'ai quand même un problème avec ça, parce que je vais donner... Ma réflexion n'est pas achevée là-dessus, mais tu sais, mettons, moi, Radio X, là. Moi, j'aime quand même ça que ça existe parce que je les connais pas, ces gens-là, tu sais, puis il existe des gens qui pensent comme ça. Je sais que il diffuse une haine, puis il encourage des gens dans cette manière de penser-là, mais c'est quand même important pour moi de les entendre, puis de bâtir un argumentaire dans ma tête, puis d'essayer de comprendre ces gens-là. Bon, après ça, je veux dire, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, puis ça devient une espèce de spirale vers le bas, mais je pense que la censure dans ce temps-là, ça fait juste comme les gens, ils répriment ça de plus en plus à l'intérieur, puis ça crée une espèce de boule de haine qui peut exploser à tout moment. Je dis pas que ça se passe pas, là, mais ouais, je quand même... Parce que tu as participé au documentaire de Penelope McQuaid sur les trolls, puis tout ça, puis je me posais la question, tu sais, comme essayer de censurer les gens ou sur les réseaux sociaux, puis tout ça, je sais pas à quel point... Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la censure dans ce temps-là, c'est rarement une bonne idée. Je pense que c'est mettre de l'huile sur le feu sans s'en rendre compte. T'sais. Sans doute, mais je pense qu'il y a aussi une confusion dans les termes. T'sais, je crois qu'il faut faire la nuance entre ce qui est de la censure. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. J'ai pas utilisé le bon terme, là, mais ouais. Parce qu'il y a quand même... La censure, c'est une chose, mais... Puis moi, je pense qu'il faut faire un usage... le moins généreux possible de la censure. Non, je comprends ce que tu dis. Le plus restrictif possible de la censure, mais en même temps, l'impunité, parfois, par rapport à certaines paroles, parfois, elle est réellement inquiétante. Donc, je crois qu'il faut savoir faire la différence entre qu'est-ce qui est l'expression d'une opinion qui peut être blessante ou si on veut tresser de plein de préjugés super néfastes socialement. Puis elle, je crois qu'il faut pas la censurer. Je crois qu'il faut la laisser s'exprimer. Là où je crois où on a un problème, c'est quand il y a des menaces et du discours haineux et que là, il y a une impunité. Oui, ça c'est sûr, certain. Parce que c'est deux choses vraiment différentes. Les gens pensent qu'on répond au discours haineux par la censure. Non, on répond pas au discours haineux par la censure. Même juridiquement, c'est pas ça qui arrive. On répond au discours haineux en sanctionnant les gens qui le profèrent, non pas en les empêchant de parler, mais en s'assurant qu'ils sont pas des menaces pour les personnes qui vivent. T'sais. Ouais, mais un discours haineux, c'est quoi un discours haineux? Comme, c'est-tu bien défini? Qu'est-ce qu'est un discours haineux exactement? La loi le définit. Qu'est-ce que c'est un discours haineux? Je t'avoue que je pourrais pas te le réciter par cœur, mais il y a des dispositions très claires dans le code criminel sur ce qu'est un discours haineux. Et puis, grosso modo, ça sert à éviter d'alimenter la haine contre certains groupes qui pourraient mener à des incidents très concrets. Puis, l'autre versant, au-delà du discours haineux, c'est les menaces directes. Puis ça, on sait que
les menaces, souvent, vont être assez peu sanctionnées. Puis dans le documentaire de Penelope McQuaid, justement, ça s'était démontré, tu sais, à partir de quel moment est-ce qu'une menace est prise au sérieux par les autorités? Ben, en ce moment, la réalité, c'est qu'elles sont très peu prises au sérieux, ces menaces-là, par les autorités. Puis là, à un moment donné, c'est que c'est plus juste une question de quel genre de paroles on veut laisser s'exprimer dans l'espace public. Parole qui devrait être la plus large possible. Mais quand ça vient cibler une personne puis la fait craindre pour sa sécurité, bien là, c'est complètement autre chose. Puis j'ai l'impression que ça devrait être peut-être resserré sans qu'on crie pour autant à la censure parce que c'est pas ça qu'il s'agit. T'sais. Non, je suis d'accord avec toi. Le mot censure, c'était pas bien employé ici. C'est juste que, en tout cas, j'ai quand même l'impression que cette parole haineuse-là, c'est quand même important de l'entendre. Je sais, où c'est qu'on l'entend ou de quelle manière on veut l'entendre, je sais pas. Mais en fait, j'ai juste l'impression que la gauche, en ce moment, est pas capable de bien... Puis là, je dis la gauche en général. Là, je sais qu'on n'est pas un groupe qui se rencontre à chaque vendredi soir puis on se fait un plan, là, mais... la manière de gérer ça, je crois, en ce moment, fait juste alimenter l'autre clan. Il y a beaucoup de clivages en ce moment. J'ai l'impression que, il y a un discours haineux, puis après ça, on répond comme de manière très haineuse où il faut éliminer ces gens-là, on vous veut plus dans l'espace public, puis tout ça. Puis là, c'est comme il y a un build-up des deux côtés. Puis j'ai quand même l'impression que c'est ça qui a mené à des phénomènes comme Donald Trump, tu sais, puis j'ai quand même peur pour ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même fascinant là, qu'on se soit rendu à ça, là, Donald Trump aux États-Unis. On n'a pas le même... on n'a pas le même, les mêmes... on n'est pas les États-Unis, sauf que j'ai quand même peur que ça arrive ici, et je sais pas si on est en train de bien gérer ça. Ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. La question de la montée de certains populismes un peu partout dans le monde, qu'il faut... Encore une fois, je crois qu'il faut pas tout mettre dans le même sac, là. Matteo Salvini, Donald Trump, ça répond pas du même phénomène. Puis je trouve qu'on est souvent empressé de mettre tous les fruits et tous les phénomènes populistes et toutes les figures populistes dans un même sac, alors que c'est pas toujours la même chose. Si on prend le cas de Trump en particulier, ben, tu sais, moi, je pense pas... Tu sais, son émergence est tellement... nous en dit plus, je trouve, sur les fragilités institutionnelles des institutions politiques américaines et sur la façon dont les inégalités sociales ont pu créer des clivages vraiment graves au sein de la société. Est-ce que c'est lié à une culture du débat qui se serait envenimée? Non, je pense que les causes sont à chercher ailleurs. Oui, c'est un mélange de plein de données, là, ça c'est sûr. C'est ça. Puis au Québec, je crois qu'on est quand même... on n'est pas immunisé contre les phénomènes de clivages sociaux, contre les populismes non plus. Mais en même temps, je vois mal... je vois mal comment... Il faut faire attention à pas s'engager sur une espèce de pente glissante qui dit parce que il y a des affrontements toujours plus virulents entre les gens qui sont idéologiquement plus à gauche puis ceux qui sont plus à droite va nous mener nécessairement à des phénomènes politiques comme celui de Trump. C'est vrai qu'il y a une culture du débat qui est un peu toxique, qui est un peu faite à l'emporte-pièce, mais si tu veux, mon avis, la cause des clivages sociaux est pas là, c'est pas la cause première. Je comprends ce que tu veux dire, mais je me pose juste la question, comment ça la gauche qui est pour le peuple, finalement, est pas capable d'aller... Mais c'est quelle gauche? C'est une gauche... c'est une gauche... Faut faire attention avec ça aussi, c'est quoi la gauche? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des... Tu sais, moi, je connais bien des gens qui sont prêts à déchirer leur chemise pour défendre le... T'sais, je prends toujours cet exemple-là parce que ça m'avait tellement marqué quand j'étudiais à McGill, c'était ça, là, ça déchirait sa chemise pour avoir des toilettes de genre neutre dans la faculté, puis tant mieux, là, genre, moi, I'm all for that, là. Mais quand ça venait le temps de voter des meilleurs salaires pour les assistants de recherche, puis plus d'heures pour les CPE, CPE, ben, il était pas là, tu sais. Fait que c'est quelle gauche aussi, là, tu sais, c'est une gauche identité. C'est vertueuse un peu. Mais c'est une gauche qui s'intéresse aux questions d'identité, qui s'intéresse à l'égalité formelle entre les individus, mais qui a pas vraiment un sens du commun, là. Je pense qu'il y a beaucoup ça. Après, il y a aussi tout simplement des gens qui sont pas tant alignés idéologiquement, qui sont juste fâchés parce qu'ils ont été insultés par d'autres, là, puis ça, c'est tout à fait humain et légitime. Fait que
bon, faut faire attention quand on dit la gauche et la droite. Non, là. moi, c'est sûr, je suis d'accord. La gauche est très variée, éclatée. C'est peut-être ça le problème aussi, des fois, c'est que il y a tellement de différents types de gauche, tandis que être à droite, genre, la droite économique, c'est une belle ligne, c'est un beau boulevard, là, comme assez simple, puis c'est quand même difficile de s'enfarger quand t'es toujours par rapport à l'argent, là, tout le monde s'entend là-dessus. C'est un beau but commun. Ben, tout à fait, mais en même temps, cette droite-là, elle s'accommode parfaitement des réclamations puis des revendications identitaires de certains groupes marginalisés, tu sais. Et moi, il y a un écrivain américain avec lequel je suis pas toujours d'accord, mais qui s'appelle Walter Ben Michaels, puis il y a eu cette phrase que je trouve quand même très évocatrice qui dit « L'idée de cette droite-là, c'est de diversifier le profil des gens assis autour de la table pour que tous ensemble, on soit bien à l'aise de discuter de la chose qui nous rend la plus à l'aise, notre argent. » C'est ça, puis c'est la limite de ce discours-là, aussi, c'est de dire on va détruire toutes les institutions qui assurent une forme de redistribution de la richesse, on va s'en prendre aux syndicats, on va pas s'intéresser aux conditions de travail des bas salariés, mais par exemple, bien sûr, sur l'égalité formelle, on va tout faire pour que ça fonctionne, puis on va mettre des quotas. C'est un peu Justin Trudeau, finalement. on va se le dire. Là. Et la CAQ, là, qui ben là, non, parce que là, on a vraiment un discours non, mais je comprends, mais c'est récupéré, ce genre... Je parlais du cabinet paritaire de la CAQ, mais je veux dire... Oui, exactement. Ils vont s'en vanter, comme on fait comment, vous voyez, nous aussi, on peut être progressiste. Mais ouais, c'est ça, je trouve ça quand même... C'est assez difficile, je trouve ça dangereux je trouve les clivages en ce moment extrêmement dangereux, puis je me pose vraiment la question sur je veux dire, c'est pas moi qui va régler ça, mais je me pose quand même la question sur comment qu'on va arriver, comment une certaine gauche va arriver à faire comprendre au peuple qui est de leur bord, finalement. On dirait que le message passe pas, ça se rend pas, et pourquoi, j'en ai aucune idée, tu sais. Grosse question, hein? Je pense que si justement les forces de gauche au Québec étaient capables de répondre à cette question-là, on devrait faire le meeting le vendredi, finalement. On devrait peut-être se rencontrer puis jaser un peu. C'est ça. Ben pourquoi, tu sais, c'est une grande question, tu sais, c'est un travail de sape qui... Tu sais, le lien entre la gauche partisane, si on veut, entre les partis de gauche, entre les institutions proches des travailleurs, comme les syndicats, tout ça, il y a eu... Ils ont été, à mon avis, la cible d'une job de bras qui dure depuis 30 ans, là, qui remonte, dont la graine a été plantée au premier moment du néolibéralisme en Occident. Là, on remonte à Reagan, on remonte aux années Thatcher. C'est ça, c'est l'idée, en fait, c'est de faire croire au peuple qu'il n'existe pas une telle chose que la société, puis qu'en fait, qu'on est chacun que pour soi, c'est ça, des particules qui interagissent dans un espace marchand, puis chacun fait sa chance. Et puis ça, forcément, pour être capable de cadrer le débat dans ces termes-là, qui sert ultimement à libérer les puissances du capital, là, de dire que market is everything, puis c'est l'argent qui est la locomotive de tout. Ben, pour arriver à faire ça, il fallait nécessairement faire un travail de sape auprès de la gauche organisée, qui défendait plus de droits pour les travailleurs, qui défendait une fiscalité réellement opérante pour redistribuer les revenus, etc., etc. Puis, veux pas, c'est vrai, la gauche ne fait que perdre du terrain depuis 30 ans. Puis c'est sûr que quand tu montes les gens en compétition les uns contre les autres, c'est sûr que, je veux dire, tu peux toujours te comparer de manière avantageuse. Comme moi, je gagne quand même comparé à lui. Fait que, la compétition, c'est quand même facile d'instaurer ça puis d'aller nulle part avec ça, finalement. Mais ouais, en tout cas, bref, je vais dévier un peu, mais en fait, non, je vais pas dévier. Je veux t'entendre sur justement là, sur la CAQ là, qui a été élue là. Parlons de ça. Comment t'as pris ça, toi, tout d'abord, cette vague caquiste? Parce que moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça puis moi, ça me fascine. Là. Il y a 2 ans, OK, je faisais une blague sur la CAQ, sur les gens qui votaient pour la CAQ, OK? C'était une blague où finalement, le punch, c'est tu votes pour la CAQ. C'est juste... Parce que c'est absurde. Je veux dire, à l'époque, on se rappelle François Legault, on le trouvait complètement ridicule, puis tout ça, puis je veux dire, c'était pas quelqu'un qu'on trouvait qui avait la trempe d'un premier ministre, et les gens, ça riait très, très fort, OK? Et là,
pendant les 2 dernières années, comme ça riait de moins en moins. Et à un moment donné, je fais « Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Les gens sont en train de trouver que ça, c'est une option valable. » Et à la fin, ça marchait plus pantoute. Au début, vers la fin, ça marchait encore un peu à Montréal, mais comme à l'extérieur, ça marchait plus du tout. Et je sentais vraiment que les gens étaient comme « Ben non, je veux dire, c'est super normal, voter pour la CAQ. » Fait que moi, je l'ai comme vu venir quand même, cette montée-là, mais c'est quand même fascinant. Je ne saurais pas expliquer comment ni pourquoi ça a fini par passer, ça, finalement. Ben écoute, tu sais, je pense qu'on est... Bon, dis-moi, pendant la campagne électorale, je l'ai quand même suivi de très près parce que, bon, Le Devoir m'a beaucoup mis à contribution à ce moment-là pour faire des chroniques, etc. Puis ma lecture des événements, c'est beaucoup, en fait, que la CAQ, au-delà d'incarner positivement une solution politique claire, incarnait surtout le changement à un moment où les 2 grands partis d'alternance traditionnels du pouvoir ne remportait plus l'adhésion de la majorité, ou en tout cas semblait plus être une voie susceptible de nous sortir d'un certain nombre d'impasses au Québec sur plein d'enjeux, en santé, en éducation, la question des transports, la mobilité, ce genre de choses-là. Moi, la popularité de la CAQ, j'ai tendance à la lire beaucoup comme ça. Je pense qu'ils ont été très habiles dans leur façon de cerner les préoccupations. C'est vraiment à la pièce, là, de cerner les préoccupations des gens qui n'avaient pas été prises au sérieux par le gouvernement sortant, le gouvernement libéral. Je crois qu'ils ont dû aussi bénéficier à plusieurs égards de la fragilisation de l'économie publique qui a été induite par les politiques d'austérité des dernières années, là, en ce sens que le gouvernement sortant s'est vanté de son bilan exceptionnel parce qu'on a réussi à stimuler la croissance, parce que bon... mais en même temps, si on regarde du côté des institutions publiques, elles ont objectivement été fragilisées au cours des dernières années. Puis ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont vu leur quotidien se complexifier à cause de ça, principalement les gens qui habitent pas dans les centres urbains. Parce que, tu sais, toutes les réformes structurelles en santé, là, quand soudain ton CLSC, enfin, c'est plus un CLSC, là, ton CIE, c'est à 220 km de chez vous au lieu d'être juste à côté. Bon, puis je pense que la CAQ a été capable de bénéficier, en fait, de ce mécontentement-là. Le Parti québécois ne se posait pas non plus comme une alternative qui était intéressante pour les gens parce que ça incarnait pas la nouveauté, parce que, bon, aussi, peut-être pour des raisons... peut-être qu'en substance, les propositions convenaient pas, là, je sais pas. Toujours est-il que moi, je l'explique surtout comme ça. C'est des stratèges habiles qui ont été capables de cerner cette volonté-là, puis de tabler là-dessus pour élire un gouvernement très, très majoritaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand même, là, au terme des dernières élections, on a eu une vraie reconfiguration de l'échiquier politique sur la scène provinciale au Québec. Parce que, bon, l'effondrement du Parti québécois, le Parti libéral se retrouve dans une posture de faiblesse qui est beaucoup plus importante que depuis très longtemps. Est-ce que, là, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est... Bon, la CAQ a pris le dessus sur le PLQ dans le camp plus fédéraliste, puis aussi sur, disons, un peu, sur la portion un peu plus à droite des questions socio-économiques. Si on se déplace à gauche de ce même spectre-là, ben là, Québec solidaire et le Parti québécois sont vraiment année à année. Là, le rapport de force est complètement inversé. Au départ, le PQ avait une députation beaucoup plus importante, plus d'argent, plus de membres, qui leur donnait un rapport de force plus important pour être comme la locomotive du mouvement souverainiste, mais là, ça vient vraiment de changer. Fait que je pense que quand même, ce changement-là, il était possible à anticiper. Mais moi, j'ai tendance pas tant à voir ça comme le triomphe de l'idéologie caquiste, s'il existe une telle chose, là, qu'une explosion ou une reconfiguration totale de l'échiquier politique sur la scène provinciale. Là. Est-ce que tu penses que les gens qui votent, finalement, sont juste désabusés? Comme ils se disent probablement comme peu importe. Là, moi, oui, c'est ça la nouvelle chose, whatever. Peut-être que les gens ne mesurent pas nécessairement le poids de leur vote qui... ça revient à peu près toujours tout au même, ou presque. Fait qu'ils se disent comme... mais c'est parce que, tu sais, 2 fois, tu as utilisé le mot « habile » pour François Legault et la CAQ. Je
je les trouve pas particulièrement habiles. Mais, autant dans leur manière de dans son s'exprimer. personnage public, non, mais il y a des gens derrière lui. Ouais, mais je comprends ce que tu dis, mais tu sais, je veux dire, ça reste quand même les libéraux revampés, là, tu sais, les libéraux pimpés. Mais dans le puis, sens que sur un plan strictement électoraliste, là, ça a été habile, tu sais, d'être capable d'aller puiser là-dedans. Ils auraient pu ne pas réussir. Ils ont réussi à aller récupérer ce que le gouvernement sortant n'était pas capable de consolider. Ils ont réussi à le faire. Est-ce que, tu sais, je pose pas un jugement sur la qualité de leur proposition, là, ça, je laisse le loisir aux gens non, je comprends ce que tu veux décider, dire. là, mais tu sais, ils ont été capables de consolider ça, mais je pense que la CAQ aussi, c'est ça aussi, c'est que c'est très difficile de définir c'est quoi les valeurs incarnées par ce parti-là. C'est un parti qui fonctionne beaucoup avec des propositions à la pièce, qui n'a pas un horizon très clair non plus. C'est le Parti québécois, là, quand même, a depuis sa fondation un horizon qui est très clair. C'était moins vrai dans les dernières années, puis je crois qu'ils en paient le prix, mais qui était de réaliser la souveraineté du Québec. Le Parti libéral a aussi un fonds de commerce qui est très clair. T'sais. La corruption. Mais c'est quand même... c'est quand même un peu... Non, mais tu sais, il y a les valeurs, tu sais... sur le plan strictement, tu sais, bon, il y a des valeurs, le Parti libéral incarne mais ça, un c'est la certain nombre de première. valeurs. Il y en a d'autres après, mais il y a la première. Non, mais en même temps, j'imagine que la CAQ, la valeur première, c'est c'est très vendu comme le parti de l'économie. Ouais, c'est le nouveau Québec Inc. Là. Ouais. Mais c'est le parti du nouvel argent aussi, je pense. C'est du monde qui ont arrivé à parvenir, là. Qui ont un peu d'argent, qui ont fait de l'argent, surtout dans le secteur privé. Ouais. C'est pas des fonctionnaires, là. Non. Puis qui se disent, ah ben là, moi, je vais m'arranger. En fait, c'est comme le parti de la génération X, on dirait. Ouais. C'est ça. Pas faux. Je sais pas, là, c'est des opinions à l'emporte-pièce. Non, mais c'est pas faux. Mais c'est vrai que si on essaie la de génération définir... X commence à nous décevoir maintenant. C'est leur tour à nous décevoir. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Les uns après les autres. Non, mais tu sais, en même temps, pour vrai, c'est difficile de définir c'est quoi le projet de société défendu par la CAQ, tu sais. C'est pas si évident que ça. Il y a pas de cohérence idéologique dans ce parti-là. Ça c'est une chose. Puis visiblement, électoralement, ça a payé. Ouais. T'sais. Mais c'est ça. C'est un parti, c'est très clientéliste comme approche de la politique, finalement. Pas besoin de projet de société. Non. Ça peut on va répondre nuire, à des intérêts. Ouais. On répond à des intérêts. Ouais. C'est ça la vision qu'on défend. Ouais. Bon. Ben, visiblement, les gens ont trouvé leur compte là-dedans. Pourquoi, je sais pas. Est-ce qu'on peut défendre une idée plus forte d'un projet de société, à voir ce qu'en feront les autres partis, là, je sais pas. Ouais. Mais tu parlais de la game politique là, que François Legault était un peu habile dans tout ça, se faufiler. C'est une affaire que je suis quand même tanné d'entendre. On analyse la game politique, c'est carrément une game. Là, c'est vraiment un match de hockey. C'est un jeu, là, comme qui joue mieux ses pions, puis tout ça. Mais c'est quand même fascinant que on a tellement intégré ça qu'on en parle comme si... Comme c'est ça, c'est comme une game d'hockey, effectivement. Puis le lendemain, on va l'avoir oublié. Là, c'est comme, whatever. Okay. Commenter la politique, puis l'antichambre, mais c'est parce que c'est quand même, on parle de la vie des gens, là. On parle de trucs hyper importants, là, qui ont un impact direct. Puis on dirait qu'on n'est pas capable d'en parler de manière profonde, collée sur les gens. Tu penses-tu que c'est... Puis, tu sais, je veux dire, moi la démocratie représentative, c'est pas mon affaire préférée, là. Tu sais, je ne traite pas là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir se sortir de ça éventuellement ou tu penses que ça va être ça à tout jamais? On vote pour quelqu'un qui va aller nous représenter. C'est quand même fascinant comme concept. Moi, je connais personne de mes amis qui a toutes les mêmes opinions que moi, que je ferais confiance pour aller... En fait, j'ai aucun de mes amis que je ferais confiance pour faire mon épicerie à ma place. Fait que t'imagines-tu pour tous les enjeux sociaux? Jamais. Puis, moi, je suis comme plus proche des idées de Québec solidaire, puis ça, mais quand même, j'ai quand même un problème à chaque fois de faire comme OK, vas-y à ma place, puis t'as pas de compte à me rendre. Go. Let's go, je te fais confiance. Tu sais, est-ce qu'on va pouvoir se sortir de ça à un moment donné? Parce que j'ai l'impression que... C'est ça, je pense que les gens, à quelque part, ils se disent ça, comme, whatever, là, va me représenter, toi, là. Moi, mon cousin me dit que c'était le best, fait que go CAQ, mais j'ai pas l'impression que les gens sont investis autant en politique que sur les enjeux qui les touchent vraiment, parce qu'ils n'ont pas de pogne, il n'y a pas de grip là-dessus, tu sais. Ben, je pense que c'est vrai. Ben, là-dedans, il y a comme deux choses. Sur la façon dont on parle de la politique, là, c'est-à-dire comme s'il s'agissait de commenter
une game de hockey, ben là, je pense qu'il y a peut-être un problème qui est lié au format médiatique. Ouais. Comment ça se fait qu'on a de moins en moins d'espace pour faire de l'analyse en profondeur, puis qui est pas aussi adossé au spin du jour, là. Il y a beaucoup ça. Quand on va avoir une discussion sur un enjeu X, c'est parce qu'il y a un politicien qui va avoir soit fait une gaffe ou une annonce ou un ci ou un ça. Fait que on est... j'ai l'impression que le débat du jour est beaucoup à la remorque des relations publiques que font et des relations de presse que font les partis politiques en fonction de leur agenda. Et puis, on prend rarement le temps de s'arrêter en disant, ben là, il faudrait peut-être faire un point d'information en profondeur sur un enjeu X, juste parce que on a, je sais pas, une entreprise médiatique quelconque se dit on a un mandat de vulgarisation, puis on va le faire. Ça existe, mais il y en a pas beaucoup. Excuse-moi, je t'arrête. As-tu entendu les publicités du Journal de Montréal, des chroniqueurs du Journal de Montréal? C'est comme, nous, on vous donne des opinions tranchées. C'est genre Richard Martineau, puis tout ça, Sophie Durocher qui parle. Tu les entends parler, puis nous, on vous donne des opinions tranchées. Puis vous, après ça, faites votre propre opinion. Mais c'est quoi ça, je veux dire? C'est toujours ça, c'est du clivage. C'est comme, il y a quelqu'un qui est full contre ça, puis quelqu'un qui est full pour faites votre propre opinion. Voir que les gens vraiment sont comme... Deux humeurs, choisis la tienne. C'est super analyses, remplies de faits, et je vais aller me faire ma propre opinion. C'est pas ça qui se passe. Ben, tu sais, moi, je pense que le problème, c'est pas que ça existe, mais c'est juste tout ce qu'il n'y a pas en contrepartie, en ce sens que c'est correct qu'il y ait des gens qui soient là pour faire de l'humeur, qui est essentiellement ce que font ces chroniqueurs-là. Mais si, tu sais, tu peux avoir une humeur ou un coup de gueule quand tu réagis à un certain nombre de faits qui te sont exposés. Le problème, c'est que l'état de fait, puis le travail de vulgarisation, puis de transmission de l'information, il est de moins en moins fait pour que les citoyens puissent eux aussi avoir une humeur qui est quand même éclairée. Parce que, bon, on s'entend, là, des fois, je réagis de façon super émotive à des enjeux, mais c'est parce que, justement, je suis en train de lire un truc, puis que moi, je suis quelqu'un d'éduqué, j'ai aussi les bons réflexes, je sais où aller chercher l'information et tout. Puis des fois, je vais devenir super émotive, puis vraiment en crise à cause d'un enjeu X, mais c'est justement parce que j'ai vu les faits. Mais les gens, si on n'a pas fait le travail de transmission de l'information, de vulgarisation, de mise en forme, d'analyse, si on le fait pas avec eux, parce que, tu sais, c'est soit une question de savoir comment le faire, mais c'est aussi une question de temps, là. Les gens passent pas leur temps à lire des rapports du GIEC, là, tu sais, comme... ben là, c'est là que ça devient problématique, s'il y a juste de l'humeur. T'as juste des gens qui disent, ben moi, j'ai lu, puis je me suis fait une opinion, puis je suis en crise, fait que je vous invite à faire pareil, ou quelqu'un qui va défendre l'humeur... ou l'affect contraire, là, ça, c'est vraiment problématique, parce que c'est plus adossé à rien qui est transmis au public. Ça existe encore, il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Fait que moi, je m'en fous qu'il y ait de l'humeur, là. Moi, spontanément, c'est pas ça que je vais lire, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est correct qu'il y en ait. Le problème, c'est tout ce qu'il n'y a pas en contrepartie. Puis, tu sais, c'est vrai en information hard news, mais c'est vrai en culture aussi. C'est comment ça se fait qu'il n'y a plus aucune place pour la critique culturelle en plus que 300 mots? Comment ça se fait qu'on ne parle... Tu sais, que la culture se confond de plus en plus avec le divertissement dans les médias? Comment ça se fait qu'il n'y a plus aucun espace pour recevoir des propositions artistiques et culturelles qui vont au-delà des trucs les plus mainstream? Tu sais, ça répond du même phénomène, puis c'est ça me dérange pas qu'il y ait des trucs pré-mâchés ou très émotifs. Mais c'est parce que c'est juste dans la manière de le présenter, des fois, tu sais, comme tu sais, souvent les débats, ça, moi je suis plus capable des débats, là. Il est pour, il est contre, il est pour le réchauffement climatique et lui est contre, je veux dire, j'en ai rien à chier de lui qui est contre, je veux dire, faut que tu me donnes une petite place, mais je veux dire, elle est pas équivalente à la place des 95% des scientifiques qui sont d'accord, je veux dire, c'est comme, c'est absurde quand même, là. Mais là, on va les opposer. Puis là, après ça va être terminé. On n'a rien réglé, mais faites votre opinion à la maison. Puis super, merci, à la semaine prochaine. T'sais. Il y a quand même de quoi de fascinant là-dedans. C'est juste pour exciter les gens, finalement. Tout à fait. Mais ça, c'est un problème qui est en lien avec nos formats médiatiques. Là, puis c'est grave, là, je crois. Je pense qu'il y a des entreprises de presse qui auraient sérieusement un examen de confiance à faire à ce niveau-là. Heureusement, il y a encore là, quand même de la place pour le débat qui est intelligent, mais non seulement intelligent, mais intelligemment pondéré, là, en se disant que le meilleur exemple de ça, c'est pour illustrer ça, il y a quelques années, John Oliver avait fait un truc sur le réchauffement climatique, justement. Il avait dit, voici ce qu'aurait l'air un débat qui représente, qui est pondéré en fonction de la crédibilité ou de la fréquence de certaines postures qui sont défendues. Puis il avait dit, bon, ben,
sur le débat sur les changements climatiques, 97% des scientifiques s'entendent pour dire qu'il y a des perturbations climatiques qui sont causées par l'activité humaine, puis 3% en moyenne des études disent que non, c'est pas démontrable. Fait que voici de quoi aurait l'air un débat pondéré, puis là, il faisait rentrer, genre, je sais pas, là, tu sais, 50 scientifiques d'un côté, puis genre un de l'autre. Tu dis, mais c'est... Non, mais c'est carrément ça. Mais il faut rendre compte, je crois, de cette prévalence-là ou de la façon dont on se répartit. Puis ça, c'est vrai que c'est assez rarement fait. On va dire, ben, même si toi, tu as une opinion qui est super marginale, ben, on va te mettre, tu vas être en one-on-one avec une personne qui a une opinion modérée et largement admise. Débattez. C'est ça qui est weird aussi, c'est que, il y a des opinions marginales qu'on rend comme mainstream finalement, puis d'autres opinions vraiment marginales en fait, il y a des opinions qui devraient pas être marginales, qu'on marginalise, qu'on fait comme, OK, toi, vous êtes weird, vous autres, là, tu sais, la gratuité scolaire, tu sais. Ouais, c'est ça. OK, mais ça existe partout dans le monde, mais OK. Mais c'est ça, fait qu'il y a comme... le débat est dirigé quand même, là, tu sais, je trouve que... Il y a une distorsion qui est faite. Ouais. J'ai pas l'impression que la culture, ben, tu sais, quand on parlait de clivage tantôt, la culture du débat participe à ça, là, mais vraiment, tu sais. Puis je veux dire, moi, j'en ai été victime aussi. Là, à chaque fois que j'ai eu des espèces de scandales, c'est comme, êtes-vous pour ou contre? Pourquoi il faut être pour ou contre moi? Il n'y a pas de troisième voie. Là, Puis comme, pourquoi ça a rapport à moi tout d'un coup? C'est quand même absurde comme manière de présenter les choses. Puis, en tout cas, moi, je veux dire, j'étais un peu naïf là, quand je suis arrivé dans le show business. J'ai été extrêmement déçu de voir que, les journaux sont pas là pour informer nécessairement. Ils sont plus là pour, exciter les passions des gens. Mais c'est parce qu'il va y avoir une limite à ça, là. Il y a un maximum à ça, là. Ça peut pas... Il y a rien de bon qui peut advenir de ça. Je veux dire... Ben effectivement, je pense que c'est pour ça qu'il faut défendre aussi les lieux où il est encore possible d'avoir un débat qui est intelligent, là. Puis malheureusement, c'est vrai que ce qui rapporte le plus en termes de revenus publicitaires, en termes de visibilité, c'est beaucoup ce qui est très polarisant, ce qui est très axé sur l'émotion. Là où ce serait vraiment dramatique, ce serait que les entreprises médiatiques qui, elles, ne veulent pas faire ça, se mettent à s'indexer sur ce qu'ils rapportent. Là, ça on aurait un réel problème. Il y a une tendance à ça, parce que tout le monde est dans le même bateau de la crise des revenus publicitaires, puis de la difficulté à consolider son lectorat, puis blablabla. Mais je pense quand même qu'il y a des pôles de résistance où il est encore possible d'avoir des débats intelligents puis de faire un vrai travail de vulgarisation. Là. Je veux dire, la radio publique le fait, le Devoir, à mon avis, le fait. Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Puis c'est les endroits les plus fragiles aussi. Là. Ouais, puis de plus en plus, ces institutions-là tombent des fois dans ces petits pièges-là. Il y a une tentation qui est toujours là, mais bien sûr. Comme ça aspire tout le monde. Ouais, ça tire tout le monde vers ça. La couverture tire tout le temps. La presse a commencé à faire du clickbait il n'y a pas si longtemps. Tout à fait. Puis la disparition de la chaîne culturelle, puis il faut remonter là aussi. Là, comment ça se fait qu'on a de moins en moins d'espace pour développer une pensée, pour présenter des propositions artistiques qui sont peut-être un petit peu plus edgy au public aussi. Ça participe tout de ce même phénomène-là, je crois. Là. Mais encore là, ça, c'est vraiment une réflexion sur les formats médiatiques. Je crois pas qu'il faut extrapoler ça. C'est sûr que ça finit par avoir une répercussion sur le débat démocratique au sens large, sur la vie démocratique au sens large. Mais comme faut pas... ça, c'est vraiment un problème de médias. Moi, quand même, là, je pense que dans la société civile en général, il y a peut-être un peu plus d'espace pour ça. Ne serait-ce que regarder le nombre de débats, d'événements, de causeries qui s'organisent, ça reste là. C'est sûr que c'est pas aussi... c'est pas des médias de masse. Ouais, c'est ça. Ma mère, il va pas, là, malheureusement. Non, mais encore que des fois, peut-être, si ça va aller, si ça se rendait à la bibliothèque de son quartier, ou, comme, dans le sens que... Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais... Ouais. C'est que ça a quand même un impact... c'est un impact direct sur la population en général, surtout c'est sûr que oui, mais on peut pas faire l'adéquation. Ouais, non, mais c'est sûr. Parlons de féminisme, parce que tu es une féministe. Quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie, ça? Quand est-ce que tu as été interpellé, que tu as réalisé que le féminisme, ça allait être une partie intégrante de tout ce que tu allais faire dans le futur? Y a-tu un moment charnière? Y a-tu une lecture que tu as faite? Y a-tu un événement qui est arrivé qui a fait en sorte que ça a comme réveillé ça en toi, ou ça a toujours été en toi, ou ça vient d'où? Ben je te dirais, ça vient de pas si... ça vient quand même tardivement, là, en ce sens que c'était quand j'ai commencé à aller à l'université, puis à lire un petit peu plus, puis de me rendre compte qu'il y avait,
une inégalité qui avait été instituée comme ça, puis qui était comme encore reproduite de toutes sortes de façons un peu partout dans la société, puis je trouvais pas ça très très juste. Fait que ça a été beaucoup comme ça, là, c'est un peu banal, c'est très plate de répondre à cette question-là. Là, j'ai pas de grand moment d'épiphanie, là, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, j'étais une jeune adulte, puis je me suis mis à lire un peu, puis à prendre connaissance des chiffres, puis à être comme, bon, ben écoute... ceci est un problème. Ouais, mais ça a dû t'interpeller beaucoup pour que tu orientes un peu ta vie en fonction de ça. C'est sûr que oui. Puis je pense que c'est arrivé aussi à un moment où il y a comme un regain. Je pense que je m'inscris tout à fait dans la vague de, c'est ça, de jeunes femmes qui ont qui sont aujourd'hui pas très loin de la trentaine et un peu plus vieilles aussi, puis qui ont été... dès le début de l'âge adulte, sensibilisée aux questions féministes parce que ça revenait à l'avant-scène, parce que c'était moins... Tu sais, quand même, là, les années 90, le début des années 2000, ça a été... Tu sais, le mouvement féministe a toujours été très vigoureux, très présent, très mobilisé, en tout cas au Québec, mais auprès du grand public, ça avait quand même mauvaise presse. Oui, il y a une petite période de dormance. Ouais, en fait, le mouvement féministe a toujours eu quand même... mais c'est comme dans l'opinion publique. Mais il y a toujours eu quand même mauvaise presse, mais tu sais, c'était comme une période de morosité, de backlash un peu, puis... mais en même temps, c'est ça, tu sais, au début des années 2010... Là, il y a eu comme de plus en plus de prises de parole, puis c'est devenu comme un peu cool, mais surtout dédiabolisé. Puis ça a fait en sorte, je pense qu'il y a plein de jeunes femmes qui se sont mis à endosser ça, puis à en parler beaucoup plus, puis c'est devenu vraiment mainstream. Puis je pense que moi, je m'inscris dans cette mouvance-là. J'ai embarqué dans le train, puis tant mieux, là. Je pense qu'il y a vraiment des gains qui ont été faits sur ce plan-là. Sens-tu que c'est ça, ça change un peu la vision de... Tu sais, comme... Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, là, tu disais que tu étais féministe, c'était comme... Fallait quand même que tu te lèves de bonne heure, à quelque chose, tu sais. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, maintenant, bon, ben, tu sais, je veux dire, depuis... tu sais, je me rappelle qu'avant le MeToo, là, tu parlais de culture du viol, t'étais comme ultra radical. T'étais complètement insane. C'est comme, hey, c'est cool d'être féministe, mais ça, calme-toi. Calme-toi, là. Puis là, après ça, c'est comme plus... Ben, je veux dire, il y en a qui se gênent pas pour quand même encore dire calme-toi, puis la culture du viol, ça existe pas, mais c'est quand même... Ça a mis à l'avant-plan qu'effectivement, il y avait des revendications qui étaient pertinentes et qui étaient peut-être pas si radicales que ça, finalement. En tout cas, moi, j'ai des amis, là, personnellement... En fait, plus des connaissances qui, même par rapport à toi, mettons, là, qui te trouvaient radical avant, puis après ça, font comme « Ah, OK, ouais, tu sais, on est là. Finalement, elle était bien normale, c'est tout ce c'est temps-là. Ça. Ben non, mais tu sais, c'est la preuve que c'est possible de, tu sais, à force... Tu sais, les mouvements sociaux procèdent beaucoup comme ça, tu sais, c'est de répéter certaines choses jusqu'à temps qu'elles soient comprises puis admises par l'opinion publique. Puis je pense que c'est comme ça qu'on fait progresser ce type de débat-là, puis qu'on fait progresser des causes sociales. Je veux dire, la question de l'environnement subit un peu la même chose, là, en ce sens que là, soudain, les gens de notre génération identifient ça comme une de leurs priorités. Ben, c'était pas le cas il y a 10 ans. C'est parce qu'il y a eu du travail qui a été fait sur ces enjeux-là pour expliquer, pour montrer l'urgence, pour tatati. Puis pour le féminisme, ça a été la même chose. Puis ça a été d'autant plus propulsé par le fait qu'il y a vraiment des superstars qui ont endossé ça. Fait que là, ça... étant donné que tout le monde peut se dire féministe parce qu'on comprend là, que c'est une idée qui est très simple, qui est de croire à l'égalité. Bon, à partir de là, c'est que tu peux aussi ajouter certains éléments. Au début, il fallait juste comme se battre pour être capable de faire admettre l'adhésion féministe. Là, après, ben, on part d'un peu plus haut. T'sais. Fait que là, on peut dire, OK, ben là, on pourrait parler aussi de l'importance des services publics pour l'égalité. On pourrait aussi parler de comme plein de trucs qui, effectivement, avant, auraient pu sembler plus radicaux. Puis que là, ben, soudain, c'est admis, puis c'est correct. T'sais, c'est un travail qui a été fait. C'est un travail, le travail démocratique, c'est ça. Le travail politique, c'est ça. C'est de répéter, c'est d'expliquer, d'incarner. Puis à un moment donné, ben, tu récoltes les fruits de ça, puis tant mieux. Bon, c'est jamais permanent. Mais ça, je sais pas si tu as vu ça, il y a comme un backlash, j'ai l'impression, au MeToo, puis j'ai vu une étude récemment, en même temps, qu'est-ce que ça vaut, les sondages, mais c'était aux États-Unis qui c'était comme 80% des gens qui n'appuyaient plus les victimes. Qu'avant, c'était comme beaucoup plus fort, dans le nœud du problème, c'était très fort. Puis là, éventuellement, comme non, finalement, vous êtes toutes des menteuses. C'est comme super. Mais
Mais ça, c'est quelque chose que j'avais quand même l'impression qu'il allait arriver là, quand on était... Parce que c'était tellement violent, puis il y a tellement d'hommes là-dedans qui ont perçu ça comme des attaques personnelles, parce que, je veux dire, la culture du viol s'est élargie, puis on a beaucoup parlé, puis tout ça, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu... Je pense que c'est peut-être ça le problème du concept de la culture du viol, c'est quand tu veux pas être associé nécessairement au mot viol. Fait que quand tu as des problèmes, des comportements problématiques, on te met dans ce bassin-là, tu ne tripes pas bien, puis ça se peut qu'éventuellement tu veuilles fesser dans le tas quand tout va s'être un peu accalmie. Peut-être que oui, il y a eu un backlash là, dans la mesure où effectivement le soutien aux victimes a faibli, mais je sais pas. Là. Mais une chose est très claire, c'est que moi, je pense que toutes les questions qui ont été faites sur la dénonciation des violences sexuelles, la sensibilisation à la violence sexuelle, il y a vraiment... Ça, il y a quelque chose quand même qui va au-delà de juste... la propension qu'ont les gens à croire à croire de certaines dénonciations publiques, puis à dire pour ou contre telle personne qui s'est prononcée. Moi, je pense qu'il y a vraiment un travail profond qui a été fait. Ce qu'on a vu là, avec le mouvement Moi aussi, c'est vraiment un moment de transformation sociale profonde. Puis je pense que, moi, la façon dont je le dis souvent, un an après ces événements-là, là, de dénonciation massive, etc., puis l'affaire Weinstein... et tout ce qui s'en est suivi, c'est qu'en ce moment, c'est comme si, avant, sur ces questions-là, on se disait qu'il n'y avait pas de problème parce qu'on était dans un lac, l'eau était bien claire, tout était sédimenté au fond, mais là, le mouvement Moi aussi est venu comme brasser le fond, puis là, tout est encore en suspens dans l'eau, là. Puis on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt, ça s'est pas resédimenté. Il est trop tôt pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais en même temps, le fait qu'il y ait eu cette agitation-là, c'est vraiment positif parce qu'on a déconstruit tellement de choses, on a soulevé certains éléments qui étaient constamment occultés. Moi, je pense que c'est vraiment profond ce qu'on a réussi à faire avec ça, on étant tout le monde. Puis je pense qu'il est trop tôt pour voir les fruits de ça, mais je pense que les transformations vont bien au-delà de jusqu'à quel point les gens sont prêts dans des sondages à se dire pour ou contre ou telle affaire. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont eu sûrement des prises de conscience par rapport à soit de la violence vécue, soit à ses conséquences, soit qui ont été capables de faire la paix avec certaines choses, ou d'autres personnes qui ont vu certains comportements problématiques qu'ils ont pu avoir, qui sont pas du tout de l'ordre du crime, mais qui sont de l'ordre du problème. De l'inadéquat. Fait que moi, je pense vraiment, puis ça, c'est pas, par essence, c'est pas visible. C'est pas, tu vas pas, c'est pas écrit dans ta face, mais je pense qu'il y a eu plein de choses qui ont dû s'apaiser. Je pense qu'on commence aussi à avoir des transformations institutionnelles, dans la façon dont le droit va s'écrire sur ces questions-là. Moi, je pense qu'on va être surpris de voir comment les tribunaux vont réagir par rapport à ça, parce que c'est pas juste voter des nouvelles lois, c'est aussi comment, désormais, avec quelle sensibilité, désormais, les tribunaux vont se saisir de certains faits. Avec quelle empathie, avec quel... le faire du droit, c'est beaucoup ça, hein, c'est la sensibilité de celui qui l'écrit, puis qui perçoit des faits, puis qui s'en saisit, puis qui les traite. Puis ça, je pense qu'on va peut-être voir des changements. Ben T'es oui! Optimiste? Mais bien sûr que je suis optimiste. Notre système de justice a plein de problèmes, mais il a quand même une résilience qui est présente, puis qui a une capacité de s'adapter, justement parce qu'on a un droit... nous, au Canada, puis au Québec, on a un droit d'héritage britannique. Notre héritage juridique est celui de la common law britannique, qui est un droit qui se pense et qui s'écrit par le discours, puis qui est très proche de la subjectivité du juge. Puis je pense que les juges sont jamais isolés du reste du monde, donc forcément, ils ont entendu eux aussi ce qui a été dit dans la foulée du mouvement MeToo, puis que ça va peut-être créer des sensibilités nouvelles. Après, il y a toute la question de, formellement, comment est-ce qu'on veut traiter la violence sexuelle. Je pense qu'il y a de plus en plus de réflexions sur le fait que, peut-être que les tribunaux, c'est pas toujours la meilleure avenue. Peut-être qu'on n'a pas toujours envie d'engager des procédures judiciaires quand ce qu'on voudrait réellement, c'est un processus de conciliation ou simplement
des approches plus en lien avec la justice réparatrice, ou exiger une réparation carrément. J'ai eu une conversation ce printemps avec une juriste qui travaille sur ces enjeux-là, puis qui disait, des fois, ce qu'on veut, c'est pas, ce que les victimes veulent, c'est pas une procédure judiciaire, c'est pas un verdict de culpabilité, ça peut être juste une réparation très concrète. Ouais, ils veulent pas retourner là-dedans, non, se traumatiser mais une deuxième c'est ça, fois. puis des fois aussi, le verdict de culpabilité, ou même quand c'est au civil, de l'argent, va pas offrir le remède qu'on veut. Elle me donnait l'exemple de, par exemple, une jeune fille dans une école secondaire, par exemple, que son petit ami a diffusé du matériel intime d'elle ou, a eu un comportement sexuellement violent avec elle. Peut-être qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est pas un verdict de culpabilité, c'est qu'il change d'école. C'est comme si là, ces voies alternatives-là sont pas encore explorées du tout. Puis ça, je pense qu'il y a un travail qui va se faire. Là. C'est sûr que ça se fera pas demain matin, ça va prendre un petit moment. Il faut donner du temps aux institutions pour réagir. Mais je suis pas mal certaine qu'on va voir des changements. Mais comme par exemple, mettons le cas Gilbert Rozon, j'ai comme pas l'impression que c'est en train de glisser du bon bord. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça va... On verra. Ça va être positif à la fin. Ben déjà, je veux dire, il est vraiment trop tôt pour dire parce que c'est devant les tribunaux, mais quels sont les éléments qu'on connaît? Bon, ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, il y a eu une action collective qui a été intentée. L'autorisation a été donnée par la Cour supérieure. C'est la première fois au Canada qu'un recours collectif est intenté contre un individu pour... obtenir une réparation pour une agression sexuelle. Donc déjà là, on a quelque chose d'inédit qui est en train de s'écrire. Est-ce que les tribunaux vont dire non, ça se peut pas? On verra. Là, c'est devant lui, évidemment, a fait appel de l'autorisation du recours collectif. En ce moment, la Cour suprême du Canada se penche sur un cas qui n'est pas similaire, mais qui est un cas aussi de recours collectif pour des victimes d'agressions sexuelles, mais qui, cette fois-ci, vise une institution avec l'affaire de l'Oratoire Saint-Joseph. Ah, okay. Et donc là, ça veut dire qu'il va y avoir une clarification qui va être faite sur les conditions d'autorisation des recours collectifs dans ces cas-là. On va le faire pour l'institution, on va le faire pour l'individu. Donc déjà là, on va faire la lumière sur certaines choses. C'est un progrès. Pour ce qui est du procès criminel, ben là, ça, je sais pas où en sont les enquêtes, puis on le saura pas tout de suite, probablement. Mais tu sais, est-ce que, tu sais, moi, il y a une partie de moi qui se dit, est-ce que tu sais, là, admettant que la procédure judiciaire suit son cours, puis que ça se solde par un verdict de culpabilité contre Gilbert Rozon, admettons que ça se passe. Est-ce que, tu sais, c'est même pas le gain ultime, tu comprends? Non, mais c'est quand même des verdicts qui sont importants. C'est super important. C'est la reconnaissance publique qu'il y a un tort qui a été causé, puis la sanction. Puis pour le message que ça envoie aussi, tu sais. Pour le message que ça envoie, je suis parfaitement d'accord, mais en même temps, tu sais, si ça avait à échouer, si pour une raison obscure, ou en fait, non, pas une raison obscure, là, si pour une raison juridiquement fondée, là, cette procédure-là échouait, puis que Gilbert Rozon soit était acquitté ou peu importe, il faudrait pas non plus dire tout est perdu. Non, je comprends, mais ça découragerait énormément. Ça découragerait, mais en même temps, faut pas le voir juste comme ça. Il y a vraiment une partie de moi qui est comme, faut faire attention de pas tout mettre, de pas mesurer le succès de ce mouvement social-là à la capacité des tribunaux judiciaires à s'en saisir. Ah non, mais moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce mouvement-là est justement une réponse au fait que les tribunaux ne peuvent pas répondre à ça. Mais je pense que c'est aussi de dire que le droit n'a pas à être... Le droit n'a pas à prendre en charge tout ça. T'sais, moi, je pense que les transformations, elles doivent être sociales d'abord. T'sais. Puis je pense que oui, il y a des réelles questions qu'il faut se poser sur la façon dont le système de justice administre les affaires d'agression sexuelle. Là. C'est sûr que ça prendrait plein de réformes, plein de nouvelles choses. Mais je pense qu'il faut aussi... Je pense que on en met beaucoup trop sur les épaules du droit en ce moment, puis ça nous empêche de voir l'importance du travail social qui est à faire et celui qui a été fait. Ouais. T'sais? Mais c'est quand même l'argument des gens qui ont été un peu contre le MeToo, finalement, là, comme, ben là, aller dans les tribunaux, là, c'est pas là que ça se passe. Mais moi, ça, je trouvais ça gossant, parce que non, c'est pas là que ça se passe, tu sais. Ouais. Dans le sens que, oui, mais est-ce que vous avez déjà demandé, tu sais...
Parce que dans ce temps-là, ils sont bien contents là, de nous rapporter là, des petits cas où comme c'était pas vrai finalement, ça a été prouvé que c'était pas vrai, fait que c'est peut-être toutes des menteuses finalement, fait que tu sais, aller dans les tribunaux puis là chez nous. Non, c'est ça, mais c'est une façon aussi d'en faire un enjeu juridique alors que c'est un enjeu social. C'est pas juste une question de justice criminelle. Ouais. C'est une question de comment on vit nos rapports intimes de façon beaucoup plus large. Puis même chez certaines personnes qui étaient tout à fait sympathiques au mouvement MeToo, qui avaient tendance à dire le but du... dont le discours suggérait un peu que le but du mouvement MeToo, c'est d'inciter les gens à porter plainte. Non, c'est pas ça. Il faut arrêter de tout canaliser vers ça. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup Mais ça. Oui, on a beaucoup entendu. Puis c'était jamais mal intentionné, là, c'était juste de dire « parlez, si vous avez vécu quelque chose, n'hésitez pas à appeler la police. » Mais je trouve que c'est vraiment une façon... C'est super réducteur, puis c'est dangereux de le poser comme ça parce que justement, on reste dans l'idée que ce qu'il faut éliminer, c'est juste ce qui est de la nature du crime. Puis tout le reste, moi, en tout cas, je l'ai perçu comme ça, que c'est un mouvement où, tu sais, comme finalement, on a dit aux hommes, comme il y a beaucoup de rapports toxiques, il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment problématiques en ce moment, puis réfléchissez-y, gang, parce qu'on a une couple tannée, tu sais. Alors que de tout mesurer avec le droit, c'est de dire, si c'est pas un crime, c'est pas grave. T'as raison. Mais c'est ça, moi, j'en ai eu, là, des soupers avec des amis, et des gars qui ont crime, j'avais jamais pensé que ça, ça peut être problématique. Oh mon Dieu, tu sais, je vais changer par rapport à ça. Mais tu vois, it's all about that, là. Tu sais, le mouvement MeToo, pour moi, c'est ça. C'est que ça soit mis de l'avant. Puis bien sûr, là, d'être capable de mieux... Pour ce qui est effectivement un crime, là, bon, soyons capables de répondre adéquatement. Là, il y a des choses horribles. Le recours collectif contre l'Oratoire Saint-Joseph en est un bon exemple. Là, des abus sexuels institués, érigés en système comme ça contre des enfants. Il y a des choses horribles qu'il faut qu'évidemment le droit soit capable de sanctionner. Mais tout le reste a rien à voir avec la réflexion sur le droit, a rien à voir avec le succès des procédures judiciaires en cours. Puis pour moi, c'est ça la révolution. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de... En fait, je veux dire, moi-même, là, pendant toutes ces affaires-là, c'est comme j'écoutais des trucs, je suis ça là-dessus... j'ai eu des comportements problématiques. Ça, c'est une affaire, en fait, que les hommes, on a bien de la misère à s'avouer. C'est vraiment comme... C'est difficile de recevoir ça en pleine face, puis faire comme... Puis j'ai des trucs là-dedans en disant comme, ça, faudrait peut-être que j'évolue par rapport à ça. Parce que t'as l'impression, en fait, de te faire mettre dans tout le même clan de comme les violeurs, puis tout ça. Mais en tout cas, je sais pas, mais comme tu dis, on peut pas encore savoir là, qu'est-ce que ça va ordonner concrètement, ce mouvement-là, mais je sens un backlash en ce moment. Là. Je te parlais du sondage tantôt, mais je sens vraiment qu'il y a un retour. Les masculinistes décomplexés, là, comme ils reviennent là, avec le gros boulet. Là, mais est-ce que ça, là, est-ce que les espèces de discours un peu chiants vont faire en sorte que... un backlash effectif là-dedans, ce serait que des gens qui ont eu des petites prises de conscience reviennent sur leur prise de conscience. Mais ça va... oui, j'en connais, mais c'est ça, je te dis, malheureusement... là! Mais je te jure, j'ai vu du monde là, que je considère des progressistes, puis tout ça, puis qui étaient comme pour ça. Puis là, éventuellement, je sais pas ce qui s'est passé, là. Ils ont peut-être entendu l'affaire de trop, ou whatever, c'est venu les chercher à l'intérieur, il a fallu qu'ils se remettent en question, puis ils étaient pas prêts à ça. Puis là, ils switchent l'autre bord. Puis là, ils se mettent à avoir des discours genre de... Tu sais, genre Richard Martineau-esque. Là, t'es comme, mais quand on t'a perdu? Mais quand on t'a perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je te jure qu'il y a ça en ce moment. Puis possible. J'ai un peu peur de ça, tu sais. Puis j'en ai parlé beaucoup trop souvent à ce podcast-ci, mais tu sais... Il y a des gens qui récupèrent là, ces garçons fâchés-là. Puis j'ai parlé ici souvent de Jordan Peterson qui fait son fonds de commerce. Là. Je sais pas si tu connais un peu le... Ah, tu connais pas? OK. C'est un professeur à l'université à Toronto qui, en tout cas, s'est fait connaître parce qu'il était contre la loi fédérale sur les pronoms. En tout cas, bref, il s'est fait connaître avec ça. Puis, à un moment donné, il a réalisé qu'il y avait beaucoup de gars fâchés là, qui avaient besoin d'un leader et est un peu devenu ça. T'sais. Puis lui, c'est un gars intelligent, bien articulé, puis qui sait leur parler d'une manière que ces gars-là font faire comme « Enfin, un leader qui va nous amener vers la terre promise. » Puis c'est un peu, tu sais, son discours, c'est un peu finalement rendre légitime leur... En fait, leur dire comme, vous n'avez pas à changer. Tu sais, c'est correct, tu n'as pas à changer. Tu peux rester comme ça.
puis il n'y a aucun problème. Ça, c'est leur problème. Vous êtes on reste dans les stéréotypes de c'est quoi être un homme, puis c'est quoi être viril, puis ça, puis pas se faire castrer. Puis on les renforce, puis je te jure que c'est un gros phénomène sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'hommes là-dedans qui se reconnaissent là-dedans. Et je trouve ça tellement dangereux. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a beaucoup de discours progressistes sur la place publique, il va y avoir un backlash à quelque part. Là. Il y en a qui vont refuser ça. Mais ouais, je sais pas. J'espère que ça va pas trop exciter ces passions-là, ce genre de mouvement-là. C'est dur à dire. C'est sûr que ces réflexions-là qu'on a eues sont en tension entre plein de choses, puis c'est normal qu'il y ait des gens qui, face à la prise de conscience et de parole qui a été faite, qui se définissent contre ça, par insécurité ou comme pour activement le contredire. C'est sûr que ça existe. En même temps, moi, intuitivement, j'aurais tendance à penser qu'il y a vraiment des gains qui ont été faits. C'est juste des choses qui n'avaient jamais été nommées. Puis, est-ce que ça veut dire que ça a éradiqué complètement la masculinité toxique qui est quand même... Non. Qui est quand même encore très, très présente, là, puis qui est pas juste dans les espèces de rants super évidents puis explicites sur ça, sur les réseaux sociaux, là, qui s'insinuent un peu partout, dans des films, dans des séries de télé, dans plein de propositions de fiction. C'est sûr que c'est présent, mais j'ai tendance à penser qu'il y a quand même des choses qui n'avaient jamais été dites auparavant qui, là, ont été énoncées puis qui ont été entendues. Ouais. Aussi. Oui. Fait qu'on verra, je sais pas. C'est ça, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour dire. Je pense que, mettons, les incels, là, c'est ça, là. C'est comme... Mais il existait déjà. Il existait déjà, mais on les... Comme ça ça fait en sorte qu'ils ont été comme cornerés là, dans un coin, puis ils se sont jasés, puis ils se sont bâtis leur affaire, puis ils sont de plus en plus fâchés. Tu sais, comme... Je veux dire, je sais pas, je pense pas que c'est évitable, là, je saurais pas comment on pourrait éviter ça, mais tabarnouche, c'est tout un backlash, ça, quelqu'un qui décide, qui snap, puis qui... puis ça peut donner lieu à des trucs dangereux, là, carrément. C'est sûr que c'est inquiétant, tu sais, puis avec toutes les espèces de chambres d'écho que créent les réseaux sociaux, tu sais, il y a des coins très peu fréquentables des réseaux sociaux où ces gens-là se parlent entre eux, que tu dis, oh là là, genre, ça va pas très bien. Mais encore là, tu sais, ça, je pense pas que ça a été nécessairement créé par les mouvements féministes ou tout ça, mais c'est juste que, tu sais, ces phénomènes de rassemblement-là puis de chambres d'écho-là ont été plutôt créés par les outils technologiques, là, qui ont été mis à la disposition de ces gens-là, genre les réseaux sociaux. Ouais. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est parce qu'on a eu MeToo puis un mouvement féministe décomplexé soudain que ces gens-là existent et se rassemblent. C'est plus parce que là, ils ont la possibilité de le faire. Non, je dis pas que c'est la faute du mouvement, là, mais vraiment pas, mais c'est comme juste une conséquence peut-être inévitable de ce genre de mouvement-là. Ouais, sans doute. Des gens qui se définissent contre. Ouais. Parce que sans qu'on leur enlève quelque chose. Ouais, ben ça, écoute. Mais tu sais, je veux dire... Pendant ce mouvement-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes là, super progressistes là, qui se disaient féministes puis tout ça, puis qui n'ont pas nécessairement réalisé qu'il y avait des comportements problématiques. En fait, une question très simple, c'est comment qu'on fait pour être un bon allié féministe quand on est un homme, parce que je nommerai pas de nom, mais il y en a eu beaucoup là, à travers les années que finalement c'était peut-être qu'on n'avait pas besoin de ton appui. Non, c'est ça, qui se mettent à l'avant-scène. Ouais. Je pense que c'est d'être à l'écoute, c'est d'être empathique là, dans sa façon. Si sur la question des violences sexuelles, c'est un très bon exemple. Si quelqu'un décide de te parler de quelque chose, que ce soit un truc vécu ou que ce soit comme de te souligner un comportement qui aurait été problématique, c'est ça. C'est d'être à l'écoute, d'être respectueux là-dedans, d'être ouvert. Puis oui, je pense qu'il y a... Être un bon allié, c'est justement d'être à l'écoute de ce que l'autre estime qui est utile à la lutte. Il y a beaucoup ça aussi. Je pense qu'il y a plein d'initiatives qui peuvent être le fun, mais quand ça vient à prendre l'avant-scène, il y a peut-être... ben c'est ça. Il y a ce réflexe-là quand même là, chez l'homme blanc, hétéro. Puis je vais m'inclure là-dedans. C'est comme, hey, j'ai checké ça, vos affaires. J'ai checké ça, moi, les girls. J'ai checké ça. J'aime bien ça, votre affaire de féminisme. Là.
j'ai des solutions. Ça va bien aller, checkez-moi bien, faites-moi régler ça. Ça va être cool, tu sais. Alors que, tu sais, être un bon allié, tu sais, c'est faire des lunchs pour la manif. Tu comprends? Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme... le mouvement féministe pose beaucoup la question du travail invisible des femmes, puis des choses qui sont pas reconnues, puis... Ben, peut-être que justement, c'est de venir prêter main forte dans ce qui est moins visible. Puis de faire preuve de solidarité aussi. Quand il y a des problèmes, par exemple, d'inéquité salariale dans un milieu de travail, là, des fois, oui, il faudrait que les hommes stand up, puis disent, ben non, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait qu'elle, son contrat d'embauche est moins valorisé, moins valorisant, puis moins payant que le mien, ça n'a pas d'allure. Je pense qu'il y a des choses il y a des initiatives qui doivent être prises, nécessairement. Mais c'est ça, être à l'écoute, dire, hey, si je peux aider, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça me fait penser, tu parles de... Être humble, en fait, là-dedans. Ouais. Tu parles de faire des lunchs pour les manifs, mais ça me fait penser... j'ai reçu ici Francis Dupuy-Derry qui a écrit le livre sur la crise de la masculinité, puis que souvent, en fait, finalement, les groupes masculinistes, ça partait d'hommes qui avaient comme une compagne féministe, qui l'accompagnait, qui l'encourageait là-dedans, puis que, en fait, vos affaires, nous autres, on va aller se réunir à quelque part, puis des hommes ensemble qui se réunissent, ça vire toujours mal, comme tabarnak, hey, on est super féministes, puis pour faire des lunchs en plus. Ben, écoute, je sais pas trop, mais tu sais, souvent, c'est ça qui peut être utile, tu sais, si une femme tu sais, je veux dire, être le... Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Je pense que c'est ça, c'est juste d'être à l'écoute, puis d'être humble là-dedans, puis de pas penser que tu sais mieux que l'autre ce qui doit être fait. Puis, tu sais, oui, des fois, ça peut inclure des postures de leadership, tu sais, par exemple, dans un milieu de travail, tu sais, de dire pourquoi, genre, non, tu sais, on veut défendre les conditions, tu sais, les mesures de conciliation travail-famille, puis on veut... Fait que oui, des fois, ça implique une part de leadership, mais je pense qu'il faut que ce soit fait avec ouverture et écoute réelle. Ouais, mais pourquoi je serais allié, Aurélie, si on me voit pas, si je suis pas à l'avant-plan? Ben là, ça, je sais pas, là. Crème, voyons donc. Je suis habitué, là, de toute ma vie, ça a été moi qui règle les problèmes. Ouais, c'est ça. Ben là, écoute. Ouais. Non, mais ça peut être ça, tu sais, c'est participer à la résolution des problèmes, c'est juste qu'il faut faire attention que ça devienne pas contre-productif. Ouais. Hey, on a parlé beaucoup de féminisme, on a parlé de MeToo, on n'a pas parlé du mouvement que tu avais parti et maintenant. Quel bilan tu dresses de ça? En fait, si tu peux rappeler un peu aux gens, c'était quoi la perspective de ça? L'objectif de ça, c'était très humble, là. C'était juste de vouloir... l'idée, c'était que c'était juste après la prise de position des 100 femmes françaises dans le monde qui avaient défendu le droit d'être importunées, puis en fait, qui disaient que les femmes qui dénonçaient tout type de gestes un peu intrusifs n'avaient pas raison de le faire. Puis comme ça survenait juste après l'affaire Weinstein puis le mouvement MeToo, disons que ça laissait présager un backlash qui en plus venait de 100 femmes, ça me semblait plutôt problématique, c'est que ces femmes-là décident de briser une certaine solidarité, puis de renvoyer aussi les femmes qui ont pris la parole à une posture où elles seraient illégitimes, où elles se seraient plaintes pour rien. Ça me semblait très problématique. Non, puis on était quelques femmes à vouloir dire, OK, nous faisons simplement une déclaration qui répond à ça, qui dit non, rappelons la solidarité envers celles qui ont eu le courage et ceux qui ont eu le courage de prendre la parole. Puis l'idée, c'était juste ça, en fait. C'est de faire un pôle dans l'opinion publique, de dire non. Vous essayez d'étailler une brèche qui veut montrer que c'était pas si important puis que c'était pas si bien avisé, mais genre, on va vous répondre avec 100 fois plus de personnes. Puis effectivement, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Finalement, on a réussi à ramasser à peu près 30 000 noms assez rapidement. Mais l'idée, c'était juste ça. Là-dedans, je pense, non? Quoi? Je pense que Catherine Deneuve s'était excusée. Après, elle a bien vu que c'est ça, tu sais, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, c'était pas très bien reçu. Mais tu sais, l'idée, c'était de participer à ça, de montrer que non, il y avait une résistance. C'était vraiment un geste de solidarité, en fait, de dire non. Tu sais, les prises de parole qui ont été faites ont été fondées, puis c'était pas exagéré, puis on est plusieurs à vouloir le rappeler, mais c'était juste ça, tu sais, on n'envisageait pas une suite à ça. C'était vraiment un truc ponctuel. Puis ça, c'est une réponse, finalement. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est vrai il faut occuper, c'est ça, le terrain de l'espace public, puis il faut être capable d'occuper une posture, tu sais. C'est comme ça qu'on fait évoluer le débat, à mon avis, en disant, non, tu sais, vous tentez d'imposer une
une certaine position ou même un certain agenda en disant ceci et cela, ben ça va pas passer dans le beurre. Il va y avoir quelque chose pour y répondre. Puis l'idée, c'était vraiment de faire ça. Ouais, c'est quelque chose que j'avais de la difficulté à comprendre, c'est quoi leur point. Puis c'est quelque chose que j'entends souvent quand même, là, tu sais, comme bon, le fameux on pourra même plus cruiser, tu sais. Comment qu'on fait pour cruiser maintenant? Puis je suis comme, OK, je sais pas comment tu cruises, là, mais peut-être faudrait que tu réfléchisses à ça, mais il y a quand même beaucoup de gens là, qui pensent ça, qui seraient tellement intégrés en eux, en fait, qui seraient pas intégrés d'autres codes, tu sais. Ouais, mais tu sais, le fait de ramener ce qui a été dénoncé pendant le mouvement, moi aussi, à des gestes de séduction, c'est vraiment un problème parce que c'est pas ça. Les problèmes, ce qui a été dénoncé pendant le mouvement, moi aussi, c'est pas la séduction, c'est des abus de pouvoir. C'est là qu'il faut pas faire la confusion parce que sinon, c'est vrai que ça devient un truc qui veut polisser les mœurs, alors que c'est pas ça du tout. C'est juste de dire que les femmes, en l'occurrence, sont... ou en fait, n'importe qui se trouve dans une posture... de vulnérabilité, tu sais, vue à des structures hiérarchiques ou je sais pas trop, et pas se fait trop souvent poser dans la posture d'objets sexuels et d'objets sur lesquels on peut exprimer une espèce de désir qui est en fait du registre de l'abus de pouvoir, qui est pas du registre de la séduction. Puis c'est ça qui a été dénoncé pendant l'affaire moi aussi. Harvey Weinstein, là, les actrices qu'il amenait dans sa chambre, là, c'était pas pour les séduire, c'était pour comme abuser de son pouvoir. Ouais. C'était ça. Il y a rien qui relève du jeu de la séduction dans ce qui a été dénoncé pendant le mouvement moi aussi. Puis je pense que c'est important de faire la distinction parce que il y a personne qui est contre la séduction, là. C'est vraiment pas ça l'idée. Mais c'est de dire qu'il y a peut-être des moments où il y a des rapports hiérarchiques qui rendent ça inapproprié. Puis il y a aussi le fait que c'est ça, c'est pas nouveau, c'est pas propre à notre époque. Quand tu te retrouves dans une posture de pouvoir et d'impunité, ben il y a des gens qui en abusent, puis que ça se traduit par le fait de poser des gestes sexuels déplacés, puis ben il faut que ça cesse, ça n'a pas de bon sens. Ouais, complètement. Mais j'ai l'impression aussi que ce genre de mouvement-là, on dirait que, j'allais dire que le mouvement n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que s'il y a des petites brèches dans le mouvement, il y a bien du monde qui va rentrer dedans, puis ça va enlever la légitimité à tout le mouvement. Là, tout le reste, tout d'un coup, c'est plus important parce que, je sais pas, il y en a qui trouvaient, mettons, que l'affaire Aziz Ansari, mettons, là, que c'était comme un petit peu too much, là, qu'on entrait dans un terrain où comme c'est pas clair, c'est ça. Mais ayons la discussion. Ouais. Mais moi, je suis 100% pour. C'est juste qu'il y a des gens dans ce temps-là que leur réflexe, c'est comme, hey, là, tu sais, m'amener, là. Mais c'est correct dans le sens que je pense que ce genre d'histoire-là sert justement à voir où on se situe. Ouais. D'avoir, OK, toi, tu sais, de dire, OK, toi, tu trouves que c'est vraiment correct. Pourquoi? Explique-moi. Toi, tu trouves que ça ne l'est pas. Pourquoi? Tu sais, quels sont les points de vue de chacun dans ces situations-là? Je pense que ces débats-là nous servent aussi à comprendre ce qui est compliqué dans les rapports intimes. Oui. Ça nous aide à délier les nœuds, ça nous aide à voir c'est quoi qui accroche, c'est où qu'on se comprend pas, qu'est-ce qui est de la mauvaise foi, qu'est-ce qui est de la bonne foi, qu'est-ce qui est une erreur sincère, qu'est-ce qui est un abus de pouvoir, qu'est-ce qui est... comme je trouve que c'est correct qu'on soit pas tous d'accord sur ce qui est problématique puis ce qui l'est pas. Il y a des choses qui sont évidemment problématiques. C'est comme... Les comportements allégués de Gilbert Rozon, je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire que c'est problématique. Alors ça, qu'effectivement, il y a des zones plus grises. Ben, tu sais, des fois, il y a des zones... dans d'autres histoires. Mais des fois, il y a des zones que... Des fois, il y a des trucs que tu penses que, c'est comme, on va être tous d'accord là-dessus, mais je vais te donner un exemple. Mettons Louis C.K., l'affaire de Louis C.K. Je veux dire, d'emblée, je veux dire, tu peux pas trouver ça correct. Mais là, après ça, il y a eu des sorties, mettons, je sais pas si tu as vu ça, Sarah Silverman, qui est sortie en disant comme, moi, c'est arrivé 20 fois, mettons, là, tu sais, comme qui s'est masturbé devant moi, puis moi, c'est mon ami, fait je trouvais juste ça drôle. Là, comme, OK, tabarnouche, OK. J'avais pas vu ça venir, tu sais, mais j'ai entendu d'autres témoignages là, de femmes dans le show business, là, en humour, qui ont dit ça aussi, puis tu fais comme, vraiment, là, tu sais, comme, faut... il y a une nuance à apporter là. En tout cas, j'avais pas l'impression qu'on en avait nécessairement besoin, mais il y a quand même de quoi d'hyper complexe dans les rapports hommes-femmes. Il y a des... tu sais, comme d'un côté comme de l'autre, des fois, je veux dire, c'est des discussions qu'on a à avoir.
Puis j'ai l'impression que des fois, quand on les met toutes ensemble, on n'est plus capable de parler de rien. Tu sais, comme justement que les femmes françaises là, veuillent parler de séduction tout d'un coup quand ça n'a aucun rapport. C'est quand même fascinant là, qu'on mette tout ça ensemble. Ouais, mais ça nous renseigne sur la confusion qui opère. Tu sais, quand je te dis que je pense que c'est super complexe puis qu'il y a plein de choses troubles puis qu'il y a probablement qu'on va jamais être capable d'être complètement... d'avoir une vision parfaitement transparente de ces questions-là. Genre, il est question ici de rapport intime. C'est nécessairement compliqué. C'est nécessairement toujours un truc qui est intimement lié à nos perceptions. C'est aussi quelque chose qui est par nature caché, puis c'est correct que ça le soit. Là. Les sociétés parfaitement transparentes, c'est aussi des sociétés totalitaires. Là, on veut pas... Et puis tout est dans le gris, tout est dans la complexité de la rencontre des sensibilités. Puis c'est correct que ce soit comme ça, mais moi, je trouve que c'est encourageant de voir qu'on peut en parler, puis qu'on n'est pas d'accord, c'est une chose. Mais c'est ça nous renseigne sur les lieux de désaccord lorsqu'on en parle. Puis ça nous porte aussi à l'empathie, tu sais. C'est ça, moi, que je trouve positif, c'est de dire comme, peut-être que je vais avoir une petite retenue de me comporter comme ça parce que je sais pas comment cette personne-là va réagir, puis ça m'importe comment elle va réagir. Ça m'importe que la personne se sente bien. Tu sais, l'idée, c'est de créer un climat... C'est pas de créer un climat de contrôle, c'est pas non plus d'arriver avec une liste en bullet point de ce qui est acceptable et de ce qui l'est pas, puis que tout le monde soit d'accord. Je pense que c'est de créer un climat d'empathie, puis où on se soucie réellement de comment chacun se sent. Ouais. Tu sais? Puis lorsqu'on parle du cas de Aziz Ansari, c'est ça qu'on fait. Lorsqu'on parle du cas, ici, de Louis C.K., c'est ça qu'on fait aussi. OK, toi, t'es à l'aise avec ça. Ben, visiblement, il y a des gens qui l'étaient pas. Fait que non, mais ça, c'est clair, tu sais. Je pense que c'est ça, l'idée. C'est d'arrêter de dire qu'il faut nécessairement subir les excentricités et les abus de pouvoir de ceux qui sont en posture de le faire. T'sais, c'est d'être sensible à ces choses-là. Puis souvent, les rapports de pouvoir dans les relations intimes, ils sont mal répartis entre l'homme et la femme. T'sais, souvent, c'est ça qui va arriver, ce qui fait en sorte que les femmes sont plus souvent victimes de violences sexuelles. Mais c'est ça, je pense que l'idée, c'est de vraiment développer une culture de la bienveillance dans les rapports intimes. C'est ça le but. J'espère que les hommes en général vont être capables de saisir la balle au bon parce que je pense que c'est pour le bien des hommes aussi. Là, puis j'en ai parlé ici avec Safia Nolin, mais tu sais, comme la masculinité toxique, là, c'est comme autant, c'est nuisible pour l'homme aussi. Je veux dire, moi, la conception que j'avais, là, comme de c'est quoi être un homme, c'est quoi être viril, c'est comment qu'on gère les rapports avec les femmes, puis tout ça, c'est sûr que c'est culturel à quelque part. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, oh mon Dieu, moi, je suis pas bien là-dedans, là. J'ai pas envie de ça. C'est pas une construction qui va avec ma personnalité du tout. Et je me sens pas bien là-dedans. Je sens pas qu'on a des rapports égaux et sensibles, finalement. Puis ça me rendait hyper malheureux. Exactement. Mais je sais pas, j'espère que les hommes vont le réaliser ça aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comme, là, moi, faudrait que je change toute ma manière de penser. Puis là, à un moment donné, moi, je sais plus trop, là, comme, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, fait que moi, rien faire, tu sais. C'est petit à petit, ça arrivera pas du jour au lendemain. Mais je crois que, tu sais, de plus en plus, on en parle de ça. Je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes qui, même s'ils vont pas le crier sur tous les toits, réalisent que comme, OK, c'est correct d'être pas nécessairement dans l'espèce de modèle hyper viril, hyper stéréotypé qu'on nous propose partout. Fait que ça va changer, ça va s'adapter. Ah, puis ça change rapidement, c'est fou quand même. Comme moi, dans de quelques années, je vois à quel point c'est... Tu sais, je veux dire, moi, honnêtement, là, comme il y a pas si longtemps... Tu sais, je veux dire, avec tous ces débats-là, à un moment donné, j'ai réalisé, comme, je repensais à mes affaires dans le passé, tu sais, les relations que j'ai eues, puis comme, OK, tu sais, en le fond, tu peux demander, es-tu à l'aise en ce moment? La communication, j'avais jamais pensé à ça. Oui, on peut s'en parler, puis voir après, tu sais, puis... Puis après ça, j'ai parlé avec des filles après, puis comme, effectivement, tu sais, comme, puis là, on se jase de ça, puis... Puis je suis comme, OK, mais c'est quand même weird, pareil, tu sais, moi, je me considère comme un gars quand même relativement ouvert, puis progressiste, puis ça, puis je suis comme, OK, tu sais, il y a quand même beaucoup de chemin à faire encore. Fait que je peux croire que quelqu'un qui a aucunement ça dans sa tête, là, tu sais, comme, qui pense pas à ces enjeux-là, à quel point il doit être choqué de recevoir ça tout d'une claque, tu sais. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Mais en même temps, c'est un moment donné, il faut le faire. Mais ça, step your game up. Là, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. C'est en expliquant, c'est en répétant, c'est en étant au possible aussi pas dans le jugement. Là. Moi, j'essaye quand même de comprendre ces choses-là. Mais moi aussi, je pense que ça change.
ça évolue, ces choses-là. Tu sais, au printemps, je donnais une conférence dans un syndicat, je me rappelle plus trop où, là, mais bon, c'était proche de Trois-Rivières, je pense. Puis c'était vraiment cute, il y avait 2 gars d'un syndicat de machinistes, là. Puis ils expliquaient que les autres, là, cette année, ils s'étaient rendus compte que quand ils ont essayé de faire... ils voulaient aider une de leurs collègues avec sa demande de congé de maternité, parce que c'était la première fois qu'il y avait une fille sur le plancher avec eux autres, puis que personne ne savait comment faire ça, remplir les formulaires de congé de maternité. Fait qu'eux autres, vu que c'était les délégués syndicaux, ils ont dit « Bon, on va le faire pour toi. » Puis là, c'est comme, ben là, on s'est rendu compte que c'était pas juste, puis que c'était compliqué, puis que nous autres aussi, on pourrait avoir plus de congés, puis que nous autres aussi. Puis tu sais, comme... Puis qu'ils prenaient en charge, qui disaient, ben OK, ouais, on va faire changer les affaires, puis qui avait, tu sais, qui... Puis je pense que tout ça est ce genre de prise de conscience-là est pas étrangère au fait que de plus en plus, on fait sentir que, tu sais, c'est ça, le fardeau de la parentalité, c'est un bon exemple, tu sais, que c'est réparti entre les 2 parents, puis tu sais, tant mieux pour les hommes aussi qui se sentent plus inclus dans le projet parental, puis c'est vrai sur la question des relations intimes aussi, tu sais, les politiques de harcèlement sexuel en milieu de travail qui sont de plus en plus mises en place, ce genre de choses-là. Fait que ça change tranquillement, puis c'est pas juste dans les petits milieux du Myland bobo, là. Je pense que moi, ce que je vois, là, dans les gens que je rencontre, parce que veux pas, j'en rencontre vraiment beaucoup en faisant des conférences, puis c'est ça, c'est vraiment pas juste des gens du Myland, Puis je vois quand même qu'il y a une sympathie, puis que ces discours-là se rendent à des travailleurs ordinaires de milieux traditionnellement masculins. T'sais, moi, ça m'est arrivé vraiment souvent d'être agréablement surprise par la compréhension des enjeux féministes. Là. Ouais. Ah, puis tu sais, je veux dire, même dans le Myland, là, où on est en ce moment, j'en apprends encore à tous les jours. Je veux dire, tu sais, juste l'affaire de charge mentale, là. Ouais. Je veux dire, moi, là, je comprenais ça. J'étais comme, ben oui, je comprends ça, ben oui, puis tu sais, je suis pour ça, puis genre, depuis que j'ai un enfant, c'est comme... C'est quelque chose. C'est comme c'est plus complexe que je pensais, puis c'est vraiment plus de travail, puis de réflexion, puis d'être avenant, d'être au devant, genre ce que j'ai jamais eu le réflexe, tu sais, puis tu réalises OK, il y a beaucoup de trucs en moi, il y a beaucoup de petits réflexes que j'avais que j'étais pas au courant que j'avais. Et oui, je veux dire, faut se poser les questions de manière perpétuelle. Mais je pense que ça évolue rapidement, là, tu sais, dans les... T'sais, dans la vie parentale, je pense que c'est ça, les pères de notre génération se sentent de plus en plus en droit d'être inclus dans le... puis d'être tout à fait en adéquation avec leur parentalité, puis de prendre plus de congés, puis plus que, par exemple, nos pères à nous, là, de la génération de nos parents. Puis c'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Oui, complètement. Toi, OK, pour en venir au MeToo, quand ça a explosé, t'as-tu été surprise de l'ampleur que ça a pris de tout ce qui était révélé? Moi, personnellement, tu sais, je veux dire, je savais là, qu'il y avait des abus puis tout ça, mais comme à ce point-là, j'étais comme... Tu sais, je veux dire, moi, je suis dans le show business, là, puis je veux dire, j'en ai entendu des histoires puis tout ça, mais ça a toujours été comme, il y a des bribes qui te viennent, puis il y a des petits, comme tu reçois des petites affaires, tu fais comme, OK, cette personne-là a l'air problématique, mais comme, à quel point? Et là, toutes ces histoires-là sont étalées, et t'es comme, oh mon Dieu, mais comment ça, j'ai pas vu ça? Comment ça, comme ça passe sous le radar, comme, fait que la culture du silence était incroyable pour que quand ça explose, ça soit à ce point incroyable. C'était incroyablement violent, là, ce qu'on a vécu. Ouais, ben moi, ça m'a pas étonné avec MeToo, dans la mesure où on avait comme déjà eu un avant-goût de ça en 2014, après l'affaire Ghomeshi. Agression non dénoncée, Ouais, fait que là, on avait quand même eu un avant-goût de ce qui grouillait sous la surface. Ouais. Donc, je te dirais que quand les enquêtes sur Harvey Weinstein qui ont sorti, j'étais comme, bah, tu sais, ça explique ça là, tu sais, dans le sens que... Non, moi, ça m'a pas... Cette fois-là, ça m'a pas surpris parce que j'avais l'impression que le travail avait déjà été entamé. Tu sais, de briser cette culture du silence-là. Mais là, avec cette ampleur-là, en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir l'ampleur de la mobilisation. Tu sais, ça, je veux dire, il y a quasiment pas un... Tu sais, ça c'est devenu... Ça a atteint toutes les strates de la société partout dans le monde, là. Tu sais, il y a eu des avatars ou des petits noyaux de MeToo partout dans le monde, dans tout type de milieu. Il y a plusieurs politiciens qui se sont prononcés. Il y a plusieurs institutions publiques qui ont dit qu'ils allaient faire leur part. Des groupes de citoyens. Moi, c'est ça qui m'a impressionné, là. Tu sais, ça a été l'ampleur de la mobilisation, beaucoup plus que les faits qui ont été révélés, là. OK, ouais.
Puis en fait, est-ce que tu continues à suivre les dossiers, toi, de tout ce qui se passe avec ça, tu sais, comme l'affaire Harvey Weinstein? J'ai pas suivi où ce que ça en est, mais... ça suit son cours devant la justice, là. C'est ça qui arrive. Dans le cas d'Harvey Weinstein, il y a certains chefs d'accusation qui sont tombés, finalement. Okay. Il y en a d'autres qui sont retenus. Là, chez nous, l'affaire Roson, c'est devant les tribunaux, on l'a dit tout à l'heure. Mais tu sais, comme je te dis, pour moi, c'est pas ça l'important. Non, je comprends. Que les tribunaux fassent leur travail là où il y a une raison, ok, là, mais moi, j'aime mieux regarder sur le terrain de la société ce qui a changé, puis là, c'est un peu tout ce dont on discute depuis tout à l'heure. T'sais, là, je trouve qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, puis que ça vient chercher... Ça interroge quelque chose de très profond dans la façon dont on vit en société, puis dont on organise les rapports intimes. Puis ça, je crois que c'est là la vraie révolution. Mais c'est sûr que quand on demande aux tribunaux d'un peu régler ça finalement, puis qu'on réalise un peu avec l'affaire Kavanaugh que les tribunaux peut-être comme il y a peut-être des questions à se poser. Je sais pas, t'as suivi ça Brett Kavanaugh, tu parles, ouais. Pas Anthony Kavanaugh. J'ai juste ça. Non, il est écrit Anthony Kavanaugh, je sais pas, là, mais je pense que c'est tout. Il y a pas, il y a rien. Il y a un petit moment de flottement, là. Comme... Ah ouais! J'ai pas vu ça passer. J'avais vu... Oui, Brett Kavanaugh, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est ça c'est quand même... mais là, tu sais, c'est tellement américain comme histoire, cette affaire-là. Je veux dire, juste les processus de... Tu sais, la nomination des juges à la Cour suprême aux États-Unis, c'est tellement politisé, puis on s'entend que ce qui se joue sur le fond de cette affaire-là, c'est pas tant la question des agressions sexuelles, c'est le droit à l'avortement aux États-Unis, là, parce que c'est ça qui arrive. Ouais. La Cour suprême des États-Unis est en train d'avoir, avec la nomination de Brett Kavanaugh, a une majorité de juges conservateurs qui ont dans leur mire d'invalider le jugement Roe versus Wade qui décriminalise l'avortement partout aux États-Unis. C'est ça qui se joue sur le fond de la nomination du juge Kavanaugh, beaucoup plus que les faits qui lui sont reprochés. Moi, je pense que, tu sais, pour vrai, les allégations contre lui sont... atterrante, là. Je veux dire, clairement, Kristen Blasey Ford, qui est allée témoigner devant le Sénat, c'est une femme crédible, qui avait un témoignage crédible. Et puis, il y a eu en coulisses une façon très malhonnête, pas malhonnête, là, mais en tout cas, politiquement malicieuse, pour le dire ainsi, de faire en sorte que son témoignage n'aura pas tant de poids, là, c'est-à-dire qu'ils se sont arrangés pour que ce que Kristen Blasey Ford a dit devant le Sénat, ils se sont arrangés pour que ceux qui avaient entendu l'audience soient tenus d'appliquer à ce qui a été dit un standard qui serait celui d'un tribunal. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas convaincus, hors de tout doute raisonnable, en leur fort intérieur, là, que Brett Kavanaugh et qu'elle avait commis ces gestes-là et que la preuve fournie par Kristen Blasey Ford était suffisante, mais il fallait qu'il nomine quand même. Mais tu sais, je veux dire, normalement, dans une audience sénatoriale, tu fais pas ça. Tu t'en tiens à ce que la personne dit, t'appliques pas des standards de preuve qui sont ceux d'une cour criminelle, mais là, ils l'ont fait. Pourquoi? Pour être capable d'écarter son témoignage en disant « Ah, on sait pas, tu sais. On n'est pas... » Bon, bref. Fait que ça fait en sorte qu'il a été nommé, mais ce qui se joue, c'est vraiment plus le droit à l'avortement qu'une question de violence sexuelle, malheureusement. Ouais. C'est quand même, pour élargir ça un peu aux États-Unis, c'est quand même fascinant qu'un présumé agresseur est devenu président des États-Unis. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même hallucinant, ça. Tu sais, c'est comme si tu penses-tu qu'il y a une réponse là-dedans? Y a-tu une inconscience des gens? Mais pourquoi ça... Moi, ça m'a étonné là, pendant la campagne présidentielle que les allégations contre des commentaires que Trump avait tenus sur certaines femmes, mais aussi des comportements qu'il y aurait eu, n'aient pas eu plus d'influence sur le vote. C'est effectivement étonnant. Mais je pense que ça nous en dit plus sur l'incapacité ou la non-volonté des États-Unis, du peuple américain, de voter pour Hillary Clinton que ça nous en dit sur leur tolérance aux allégations d'agression sexuelle. C'est un peu des deux, sans doute. Je sais pas trop. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'avait quand même beaucoup étonnée. Puis que ce soit pas... Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est... En l'état... Les allégations qui ont été faites contre Donald Trump sont pas selon... les représentants élus c'est pas un motif valable pour instituer une procédure d'impeachment. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ils ont décidé que c'était pas ça.
Fait Qu'est-ce que, qu'il il est, reste finalement? là. Ouais, c'est ça. Bon, fait que... Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a plein de raisons politiques derrière ça aussi, là, des raisons stratégiques derrière ça, tu sais, quand est-ce qu'on institue ce genre de procédure-là, à qui ça paye, dans quel compte, tu sais, là, c'est les midterms, ils voulaient pas le faire avant les midterms, ta. Puis là, en plus, les chambres sont républicaines, c'était sûr qu'elle allait pas le faire. Dans la mesure où il y avait personne pour présenter à la place de Trump, dans la mesure où il était impeached. Ouais. Fait que tu sais, c'est surtout ça, là, les considérations derrière ça, plus que juste notre tolérance aux agressions. Ouais. En tout cas, j'ai quand même, moi, j'ai une perspective un peu cynique et pessimiste par rapport à l'avenir. Ouais. Je suis comme... Ça file comme la fin du monde, Aurélie, quand même. Là. Ça file un peu comme le déclin de cette civilisation occidentale. J'ai lu un livre récemment, je sais pas si tu as vu ça passer, Le champignon de la fin du monde. Ça parle le champignon Matsutake, qui est un champignon qui pousse seulement dans les ruines. C'est comme, mettons, quand il y a eu Hiroshima, ça a été les premières formes vivantes là, qui ont poussé, c'est les champignons Matsutake, et ça pousse seulement dans les ruines. Puis ça disait que en ce moment, en fait, ça fait une analogie, ça dit comment en ce moment c'est terminé, gang. OK, c'est la fin du monde. Vous pouvez pas rien changer à tout ça. OK, il va falloir accepter ça. Vous devez être les champignons qui poussent dans les ruines, qui s'organisent avec les ruines en ce moment. Vous pourrez pas renverser la vapeur. OK, c'est une opinion hyper pessimiste et cynique, mais ça, en fait, ce que ça disait dans ce livre-là, c'est que être pessimiste ou cynique ou pas, je veux dire, c'est ce qui va advenir. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on organise nos affaires en fonction de ça, comme nous pousser au travers de ça. Est-ce que tu as une opinion plus positive, optimiste du futur, toi, ou tu as quand même l'impression qu'en ce moment, c'est... tu sais, je veux dire, juste par rapport à l'environnement, là, c'est moi, comme... c'est ça, là, le point de non-retour, il est passé, là, Ouais. ou presque, là, puis les gens sont comme... Ben oui, là, tu sais, moi, je pense que c'est ça la principale préoccupation, là, tu sais, l'urgence climatique, c'est maintenant, puis le mur climatique, c'est demain matin, là, puis il faut agir en fonction de ça, parce que c'est sûr que les perturbations climatiques, tu sais, qu'on perçoit déjà, par ailleurs, là, vont être la source d'instabilité sociale et politique encore plus grande que ce qu'il y a déjà. Ça va exacerber énormément de tensions, aggraver les inégalités sociales. Puis si on veut, puis effectivement, tu sais, ça pourrait très bien mal finir. Est-ce que il est trop tard pour agir politiquement afin de renverser la vapeur, puis d'éviter la catastrophe climatique? Il n'est pas trop tard, mais ce serait maintenant. Puis tu sais, je pense qu'il faut pas se leurrer. Ce qui doit être fait, ça va être des changements drastiques dans notre façon, tu sais, d'organiser l'économie, de s'organiser politiquement aussi. Mm-hmm. Puis ça, des fois, j'ai l'impression que c'est euphémisé. On se dit, ah ben oui, il va suffire de faire 2-3 petites affaires, on se prend en main, non, tu sais, ça va être des transformations radicales de nos modes de vie. C'est ça qui va arriver, tu sais, on peut plus se permettre, tu sais, d'avoir des banlieues en millefeuille comme on a en ce moment, puis que les gens soient forcés d'être 2 heures dans leur char tous les jours. C'est plus vrai qu'on peut continuer à se permettre de manger des légumes, tu sais, qui parcourent 7000 km par avion avant d'arriver dans notre assiette. C'est plus vrai qu'on peut voyager comme on le fait. C'est plus vrai qu'on peut acheter des choses comme on le fait. Tu sais, ça va être... Puis c'est aussi plus vrai qu'on peut laisser cours à la production industrielle, qui est la plus grande responsable des émissions de gaz à effet de serre comme on le fait. Il faut penser d'autres formes d'organisation économique qui sont beaucoup c'est moins ça l'affaire. C'est comme là. C'est un beau gros changement quand même. Tout est structuré comme ça. Parce que politiquement, tu peux le faire. Là, si tu dis oui, on va effectivement casser des grandes industries puis revenir imposer des taxes vraiment, vraiment agressives sur les produits issus d'entreprises polluantes ou sur les produits qui traversent, les produits d'importation pour favoriser les industries locales qui sont beaucoup moins énergivores, etc. Ça va prendre des lois, ça va prendre ça va prendre aussi d'exproprier certaines entreprises, là. Je veux dire, la vérité, c'est ça aussi, de les exproprier de leur possibilité de faire des profits, là, je veux dire, en disant, non, ben ça, vous pourrez plus le faire. Ça va prendre ça, puis l'idée, c'est pas de mettre en place une république anticapitaliste, là, c'est pas ça, là, c'est juste d'éviter la fin du monde. On en est là. Mais c'est pas la main invisible qui allait tout régler ça. C'est ça. Ben non, visiblement, d'échapper. Moi, j'attends encore. Je fais bien confiance à cette main-là. En terminant, la grosse question, Aurélie, tu te lancer en politique? Tu parles de politique, ça, comme s'engager, tout ça. C'est comme si c'est quelque chose qui t'intéresse ou aller changer les affaires de l'intérieur ou non? Certainement pas à moyen terme, là, ni à court terme, dans le sens que, je veux dire, je l'exclus pas dans l'avenir, mais je pense que
non, tu sais, je vois un sens vraiment à ce que je fais en ce moment dans les médias puis ailleurs. Je pense que la politique, j'en fais de façon non partisane, là, dans la mesure où je parle de politique, tout ça. Est-ce que je voudrais faire un jour de la politique partisane? Ben peut-être, je sais pas, là, on verra. Genre, mais pas maintenant. Là, je fais des pas choses. Là. Anyway, tu fais un podcast en ce moment, fait que tu peux pas vraiment... C'est ça, exactement. Mais, tu sais, il faut jamais dire jamais, je sais pas. Peut-être un jour, qui sait. OK, ben merci, Aurélie. Continue à faire ton beau travail. Continue à ne pas participer au bruit ambiant tout en participant c'est ça. à l'espace médiatique. D'abord. Merci. Ben, merci pour l'entretien. Bye-bye.